Intéressé au Allez, let's go. député de la France Insoumise qui Putain, ça tombe à pic, hein. Merci Léo. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus de banger. Là, à mon avis, c'est un banger. Let's go. bordélise l'Assemblée, comme le disent les médias et leurs adversaires politiques. C'est le 28 janvier 2023 que Gérard Cassandre au milieu des députés. Moi, il m'a demandé d'ajouter Cassandre parce que Cassandre est interviewé dans la vidéo. Pourquoi un Cassandre? Bah, il m'a dit ça. En fait, à la base, je lui ai dit, c'est un peu bizarre parce que c'est des députés, mais il m'a dit, bah non, mais il est dans la vidéo, Cassandre, donc. Darmanin a utilisé ce terme bordélisé pour la première fois. À ce moment-là, il l'utilisait pour qualifier l'attitude de la NUPES, mais surtout des Insoumis pendant les débats de la réforme des retraites. Et depuis, c'est allé crescendo pour les Insoumis. De bordélis qui sont passés à outranciers, d'outranciers ils sont passés à violents, de violents ils sont passés à brutaux. En plus de ça, on leur reproche de vouloir tout conflictualiser pour organiser le chaos. Et si tous ces termes ont d'abord été beaucoup relayés par les médias de droite et d'extrême droite, ils ont petit à petit fini par être récupérés par les médias de gauche et par la gauche elle-même jusqu'au sein de ce qui restait de la NUPES. Et puis Mediapart, hein. Waouh. Putain, ça, Mediapart, Edoui Plenel, on retient. Puis du Front Populaire. Quel golemon, hein. Ah, il m'a saoulé. Et en plus, moi, le truc qui m'a achevé avec Edoui Plenel, c'est que tout le monde sur Twitter lui a dit, mais ferme ta gueule avec tes posts de merde. Et qu'il a envoyé un post avec une image Facebook en mode « Il fait beau, les oiseaux chantent ». Et juste, c'était un peu son ironie de dire « Haha, je vais rien dire, les oiseaux chantent, il fait beau ». Mais gros, mais c'est... Même quand il essaye d'être drôle, il est bizarre, quoi. Par exemple, Marie Toussaint, la tête de liste aux européennes des écologistes, elle a dénoncé la brutalité de Jean-Luc Mélenchon. Vu l'état de tension dans la société, la responsabilité est de ne pas ajouter de l'invective à l'invective et le chaos au chaos comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Il doit cesser d'être brutal. Une formule qui a été... Oui, d'ailleurs, vous avez vu ou pas? Dans un article du Point, ils expliquaient que quand Olivier Faure... quand le PS avait dit que Mélenchon avait hurlé sur Olivier Faure pendant 1 heure, en fait, pas du tout. C'était une réunion sur Zoom, et Mélenchon, il était mute. C'est juste que de temps en temps, il envoyait des regards noirs, et il rigolait, enfin, il écoutait, et il se moquait du PS. Mais il a pas hurlé, en fait, il a pas parlé. Il n'a rien dit. Juste, il écoutait. Mais il était là, sur le Zoom, il y avait sa petite caméra allumée, là. Mais je sais pas pourquoi ils ont eu besoin de dire qu'il avait gueulé pendant 1 heure sur Faure, c'est faux? Reprise par Raphaël Glucksmann dans son interview. Vidéaste, c'est assez intéressant. Est-ce que vous travaillez avec ce Léo? Je n'ai pas compris. Ah oui, Léo, on le connaît depuis longtemps, bien sûr. Hein. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, il les a pas nommés directement, mais c'était clair pour tout le monde qu'il parlait des Insoumis. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Un rejet. Il faut un cap clair. Oh putain, je peux plus. La brutalisation de la vie politique. Déclaration suivie par celle d'Olivier. Oui, moi aussi, j'aurais préféré qu'il hurle. Hein. Faure qui a dénoncé les outrances de la France insoumise sur les derniers mois. On peut constater on peut même considérer que la France insoumise, à bien des égards, a été dans l'outrance et qu'elle a été parfois aussi, elle a franchi pour moi la ligne jaune. Ça commence à faire beaucoup de monde qui reproche à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise d'être violents. Et si on en est arrivé là... On rappelle que ce qu'ils appellent outrance et tout ça, c'est le soutien à la Palestine. Hein. Les gens, c'est... Ah, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Du coup, la question que je me suis posée, c'est de savoir déjà, de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on pointe du doigt la bordélisation des insoumis? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'ils continuent dans leur manière de faire alors qu'à l'évidence, ça plaît à personne? Eh ben, vous allez voir, cette bordélisation n'est peut-être pas si bordélique que ça. J'ai fait mes recherches. Franchement, son format, il est bien. Moi, je pense, ça y est, ça, l'âge d'or des vidéos de Léo. Pourquoi? Parce que, enfin, il s'est autorisé à être autre chose qu'un mec trans. Vraiment, c'est ça, en fait, la vérité. C'est que son problème de légitimité, c'est que Léo, pendant longtemps, il s'est dit... Mais d'où je vais faire des vidéos sur la politique, je vais en rester à mon sujet, c'est la transidentité. Sauf qu'il l'a vidé, son sujet, jusqu'à s'en dégoûter. Et là, il s'est enfin autorisé à faire des sujets plus généraux, politiques, qui n'est pas forcément sa zone de confort, mais il y va, il essaye. Et c'est trop bien, ça fonctionne trop bien. Ça marche. C'était le féminisme à la base. Bah oui, il y a longtemps, c'était ça. Puis après, c'est devenu un mec trans, donc ensuite, ça a été la transidentité. Il bosse bien, il a step up. Oui. Bah moi je retiens vraiment l'angle de la vidéo sur le médical.
sur la mort assistée, elle était vraiment très très bonne. Et en fait, dire à quel point elle était bonne cette vidéo, c'est qu'elle a vraiment... Genre, il y a plein d'acteurs politiques qui avaient des éléments de langage qui venaient aussi de cette vidéo. C'est dire la portée qu'a eu cette vidéo. Cette vidéo a vraiment bien fonctionné. Pourtant, elle n'a pas marché tant que ça. Mais pour les gens qui se politisent beaucoup, bah, c'était vraiment c'était vraiment un outil militant. Et je pense que quand tu réussis à faire ça, quand tu veux parler de politique, bah, c'est trop fort en fait. Quand ta vidéo, ça devient pas seulement de la pédagogie, mais un outil militant, bah, c'est trop bien, ça marche. Est-ce que votre engagement n'est pas heurté, au fond, par cette patte qu'a voulu la France Insoumise au Parlement, cette patte qui est faite de violence et de provocation souvent? Je suis pas d'accord avec les termes que vous envoyez, qui sont de violence et de provocation. Il y a une colère dans le pays, et on assume d'incarner cette colère. Non, mais je vous pose la question à vous personnellement. Mais je vous donne mon avis. Même pas sur le plan politique, vous voyez. Mais quand on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça oui, justifie franchement, la violence verbale. mais c'est pas de la violence verbale, c'est de la colère. Sur les réseaux sociaux, mais c'est de la colère, et c'est une colère qui est légitime. Manon Aubry nous explique que la violence exprimée par les insoumis, ça ne serait que l'expression d'une colère ressentie par la population. Oui, bah, je comprends qu'il l'incarne comme ça, mais c'est pas que ça, c'est un calcul de communication. C'est très précis. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression que la stratégie de la FI, c'est d'utiliser des séquences provocantes pour pouvoir mettre en avant des lieutenants et pour pouvoir leur donner une existence, et ensuite ça les fait exister dans le paysage politique. Et c'est très utile parce que ça donne une consistance à la France insoumise qui est autre que celle de Mélenchon. Et voilà quoi, et les gens se reconnaissent dans ça, et du coup ça starifie des députés. Mais désolé, mais ça marche trop bien, je veux dire, dans une situation où médiatiquement c'est bouché parce que toutes les chaînes sont possédées, la stratégie de la starification par la provocation, par le bordel, bah, ça marche trop bien avec TikTok, ça marche trop bien avec Twitter, Insta et tout ça, hein. Ça marche vraiment, hein. Bon, alors faut partir du principe que colère n'est pas forcément égale à violence, et on y reviendra plus tard. Mais Ça permet aussi de mettre en avant des sujets avant des gens. Oui, bon, après, c'est ce que la FI prétend toujours faire. Moi, je pense qu'au fond, ils sont très lucides sur le fait qu'ils ont quand même besoin de mettre en avant des gens aussi, hein. Après, bien évidemment sincèrement, ils ont envie de mettre des sujets en avant. Mais par calcul, ils savent aussi qu'ils doivent mettre en avant des personnalités. Cependant, admettons, on peut quand même s'interroger. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour un responsable politique d'exprimer cette colère? Et d'ailleurs, ça marche trop bien avec les bas du front. Mais c'est hyper méprisant de dire ça. Pourquoi tu dis ça? C'est bâtard de dire ça. Tu veux dire quoi? Ça veut dire que les gens qui simpent de Logu parce qu'il est sexy, c'est des bas du front. C'est pas sympa, frère. S'interroger. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour un responsable politique d'exprimer cette colère? Et d'ailleurs, est-ce que les émotions ont quelque chose à faire dans le débat public? Parce qu'on aurait tendance à penser que non. Et que justement, la politique est là pour apaiser le débat, pour parler des choses de manière rationnelle. Sauf que, dans la recherche en sociopolitique, c'est exactement l'inverse qui a été prouvé. C'est le professeur en sciences politiques Loïc Blondiot qui nous l'explique. Selon lui, la politique est intrinsèquement liée aux émotions. Le fait que les émotions soient sous-jacentes... Vous faites toucher dans sa libido. Un petit peu de Logu, prends-moi le cul, bien sûr. À peu près tous les comportements politiques qui aujourd'hui intéressent les sciences sociales. C'est-à-dire qu'on les retrouve partout, hein, dans tous les comportements, dans toutes les mobilisations, dans toutes les formes d'engagement. Et je pense que cette omniprésence et cette centralité des émotions est très importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parler de politique en s'adressant uniquement à notre esprit rationnel, ça fonctionne pas pour nous intéresser et encore moins pour nous convaincre. Et pire que ça a tendance à énerver. Et parfois à énerver très fort. Et c'est ce que m'a confirmé Cassandre, qui a bien voulu répondre à mes questions. OMG Cassandre! Oh putain, je reconnais la cuisine, hein. Ça me fait rigoler. Pour cette vidéo, il milite à la France Insoumise depuis 2016. En tout cas, elle est plus propre qu'à l'époque de la coloc, hein. Moi, c'est ça que je retiens. Alors, question bordélisation, plus rien ne lui échappe. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont en costard à la télé, qui parlent pas comme toi, qui ont aucune émotion quand ils parlent de choses affreuses, en tout cas de choses atroces pour toi, hein, quand ils parlent de... Ah mais non, quoique, pardon, je suis une merde. Ça, c'est la cuisine de Zawaprod. Ah. Il milite à la France Insoumise depuis 2016, alors... J'ai confondu, je suis une merde. Question bordélisation, plus rien ne lui Ils ont 3 micro-ondes. Non, mais ça, c'est au studio, ça. échappe. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont en costard... Oui, voilà, personne n'a 3 micro-ondes. C'est ça, je buguais un petit peu.
à la télé qui parlent pas comme toi, qui ont aucune émotion quand ils parlent de choses affreuses, en tout cas de choses atroces pour toi, hein, quand ils parlent de, je sais pas, baisse de salaire, d'usines avec des plans sociaux, etc. Et toujours une froideur et aucune émotion. Et en fait, c'est analysé en fait comme étant un des ferments justement de cette vie politique qui est éloignée. Voir un politique parler de sujets qui nous touchent directement sans exprimer une once d'empathie ou la moindre émotion, ça donne le sentiment qu'il en a rien à foutre. Et qu'il pourrait parler de la météo, ce serait pareil. Sauf que pour nous, c'est pas de la météo dont on est en train de parler, hein. On est en train de parler de nos conditions de vie, de nos libertés, de choses qui vont concrètement impacter notre quotidien. Donc employer un langage froid et distant pour parler de ces sujets-là, ça crée un énorme décalage entre ces gens qui prennent des décisions qui vont même pas les concerner et nous qui allons les subir. Je comprends pas comment les gens captent pas ça. Bah, je sais pas, hein, parce qu'ils ont un logiciel d'énarque hein, en politique. L'émotion, c'est pas quelque chose qui est dans les airs comme ça, c'est quelque chose de très matériel. C'est un truc, quand tu y réfléchis, c'est quelque chose que tu ressens au plus profondément de ta chair. Ah oui. L'angoisse que tu as par rapport à la vie, à ton avenir, c'est une angoisse par rapport à l'argent que tu pourras avoir. Donc, à quel point est-ce que tu vas avoir froid l'hiver? À quel point est-ce que tu vas... Enfin, etc., etc. Donc, en fait, les émotions qu'on ressent sont des émanations concrètes de nos conditions matérielles d'existence, pour employer un terme un peu marxiste. Quand on apprend qu'on va devoir travailler 2 ans de plus pour des salaires de misère, alors que tous les économistes sérieux disent que c'est inutile économiquement. Oui, ça fout le seum. Oui, ça met en colère. Et c'est cette colère, cette émotion qui nous pousse à nous mobiliser, à aller manifester, à faire grève. Et selon la philosophe Sophie Galabru, cette colère est l'une des principales forces motrices de l'action politique. Oui. Il y a eu des sujets sur lesquels vous avez travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes et sur la colère des avocats, la colère des enseignants, la colère du milieu hospitalier. C'est un sentiment qui est extrêmement présent dans les collectifs, c'est-à-dire que la colère, en fait, ça peut nous réunir. Oui, c'est une émotion qui est peut-être plus défendue, davantage défendue dans un collectif comme le féminisme, c'est ce que j'ai pu constater. Mais évidemment, le mouvement des Gilets jaunes a revendiqué la colère, et parfois plus. Hein. Mais c'est une émotion qui met en mouvement pour changer l'ordre qui est en place et pour demander plus de justice ou de liberté. À une colère. Oui, à la limite, enfin, je sais pas, jusqu'ici, c'est pas... enfin, tout le monde le sait. Après, avoir un débat de fond sur la place des affects dans le matérialisme, ça c'est intéressant aussi. Qui a pour... Mais là, c'est parce que je suis en train de lire Bakounine en ce moment. Et en vrai, là, je suis en train de... Celui que je suis en train de lire, c'est Dieu et l'État. Je crois que c'est ça, hein, le bouquin qui est assez connu de lui, là. C'est intéressant. En vrai, vous avez même pas besoin de le lire, en vrai. C'est globalement un avis qu'on a aujourd'hui tous hein, vis-à-vis de la religion. C'est que, voilà, globalement, ce que dit Bakounine, c'est oui, la religion, c'est une abstraction qui permet d'évacuer la cruauté du monde et les masses prolétaires en ont besoin. Enfin, les masses prolétaires, les masses pauvres, hein, puisqu'il parle aussi des paysans. Ils en ont besoin, voilà. Et après, il dit, mais cette abstraction, quand elle est manipulée par les puissants, c'est ce qui permet de maintenir l'ordre, donc il faut supprimer la religion, blablabli, blablablou. Enfin voilà, c'est la vie, ni Dieu ni maître. Et après, il prend les scientifiques et il dit, oui, les scientifiques, si on leur donnait le pouvoir, ils feraient pareil. Et il parle du scientisme. Et ça, je trouve ça pas bête comme passage. Mais moi, là où il m'emmerde, Bakounine, c'est que je trouve qu'il est méprisant avec les affects des croyants. Ça veut dire qu'en fait, ils se contentent... Moi, je trouve que là où la réflexion des anards, ni Dieu ni maître, elle suffit pas, en tout cas pour Bakounine, c'est qu'ils se contentent de dire que la religion, c'est quelque chose qui existe, une abstraction qui est nécessaire quand les choses vont mal. C'est-à-dire que quand ça va pas, ça éloigne la cruauté du monde et ça te permet de te représenter des idéaux, Dieu, une sorte de forme de perfection, peut-être même la raison pour laquelle les choses arrivent, même les choses les plus brutales, elles ont un sens. Le fameux Dieu cherche à nous éprouver à travers la difficulté de la vie, des choses comme ça. Mais désolé, mais la religion, c'est pas que ça. La religion, c'est aussi, il faut aussi l'interroger du point de vue de ce qu'est la fête, de ce que sont les rituels, de comment les rituels construisent du lien social. Il faut l'interroger aussi de la cohésion sociale en général, et pas seulement sur un angle de la souffrance. Et en fait, je trouve que
Il y a un côté paternaliste chez Bakounine où il se contente juste de saisir l'abstraction comme étant un affect de souffrance, mais jamais comme un affect de joie, en fait, bref. Mais où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Je sais plus. J'avais envie de parler de ma lecture. Mais en soi, c'est pas une dinguerie, hein. J'apprends pas grand-chose. Ça me permet juste d'identifier précisément ce qu'est le discours anard ni Dieu ni maître. Ça me permet de mieux identifier. Mais je voyais déjà à peu près ce que c'était. C'est juste que là, au moins, ça me confirme ce que je pensais. Au 19e, c'était surtout ça quand même, j'imagine. Ouais. Oui, et puis c'est un autre contexte de religion. C'était une religion qui était quand même formellement obligatoire, quoi, aussi. T'aimes bien ces tatouages? De qui? À Léo? Ah, je trouve que dans l'ordre des tatouages, ça va, hein, il s'en sort bien. Hein. Moi, je trouve que généralement, quand les gens ils ont des tatouages colorés, ça leur va toujours quand même plutôt bien. Je trouve la couleur sur les tatouages, ça va bien. Et voilà. Je sais qu'il a un tatouage avec des feuillages que j'aime bien aussi sur son bras. Ouais. L'origine des décisions politiques, il faut des réponses politiques, et certainement pas un appel au calme ou à l'apaisement. Sophie Galabru nous dit justement que c'est quand on essaye d'étouffer cette colère qu'on risque le plus de tomber dans la violence, voire dans la haine. Puis du côté des politiques, il peut s'agir d'écouter aussi cette colère. Elle est très importante parce que quand on n'écoute pas la colère... La colère, elle est importante dans notre vie démocratique. Oui, parce que sinon, on passe à la violence. C'est-à-dire que la colère est un régulateur de liens sociaux dans le corps, dans son corps physique à soi, mais aussi dans le corps social. C'est-à-dire que si elle n'est pas écoutée, on passe... Là, il y a une mutation vers la haine, vers la grande violence. Je sais pas si vous avez fait attention... Oui, ou alors elle couve. Elle couve. Ça crée de l'abstention. En fait, il faut quand même parler du fait que la violence, elle peut pas s'exprimer constamment. Sinon, les gens, ils retourneraient tout le temps dans la rue. Et ils seraient prêts à en découdre et à se prendre je ne sais pas combien de flashballs et à avancer quand même dans la rue. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. La violence, elle couve. Et du coup, elle produit des anomalies intellectuelles et politiques. En fait, elle produit du conspirationnisme. Elle produit, je sais pas moi, à l'époque, des Alain Soral, des Dieudonné. Elle produit des trucs bizarres, en fait. Des anti-vax, ouais. Tous les gens du côté de chez Philippot. Et puis elle nourrit le vote RN, hein, tout simplement aussi. Hein. Mais le vote RN, c'est quand même une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, le vote RN, quand on y pense. Hein. Là, mais Sophie Galabru, comme Manon Aubry, elle fait la distinction entre colère et violence. Parce que cette distinction est fondamentale. Mais le bloc bourgeois ne la fait jamais. Et c'est pas sans raison. C'est pour disqualifier... Ah oui, ça nourrit la France Insoumise aussi, bah oui. Mais c'est pour ça que là, la vidéo, c'est de ce dont elle se parle. C'est comment la France Insoumise se place dans ce cycle de colère qui monte, colère qui couve, colère qui monte, colère qui couve. Et comment tu vas aller chercher ces affects-là et comment tu les... Bah oui, c'est une vraie question. Mais le bloc bourgeois ne la fait jamais, et c'est pas sans raison. C'est pour disqualifier et faire taire toutes les voix qui réclament plus de justice sociale, que ce soit sur des piquets de grève, dans les manifestations ou encore à l'Assemblée nationale. Réclamer de la justice sociale dérange, parce que le bloc bourgeois ne veut pas plus de justice sociale. Et le simple fait de leur en demander, c'est déjà la violence des extrêmes. Alors quand les insoumis le font, sans hésiter à confronter directement leurs opposants, et parfois avec colère, non mais on est où là? C'est l'histoire d'un faussaire. Ça doit sûrement être corrélé aussi à la montée des maladies mentales, la colère étouffée qui nécrose. Bah oui, évidemment. Moi je pense que la période qui l'a prouvé le plus, c'est quand même le Covid. Hein. Après le Covid, les gens ils étaient en petits morceaux. Hein. Je veux dire, vous avez un exemple très simple. Regardez Ilyes. Ilyes, il a mis du temps à se relever du Covid. C'était un mec, il était en mode étudiant, la vie lui souriait. Il y a eu le Covid, il s'est complètement désociabilisé, il a fini sous shit à être un joueur de League of Legends insupportable. C'est à l'époque où je l'ai connu, moi. Alors, j'ai pas connu pendant le Covid, mais juste après. Mais il avait un gros problème d'estime de lui-même, en fait. Mais comme beaucoup de gens, je veux dire, le Covid, ça nous a miné, notamment pour les personnes jeunes qui étaient en cours d'émancipation, ça nous a miné notre foi en l'avenir, un petit peu, quoi. Au fait de faire des trucs. Et puis voilà, après, ça s'est réparé pour lui comme pour d'autres. Ça s'est réparé tout doucement, mais oui. Moi aussi, hein, moi, le Covid, ça a été une des raisons pour lesquelles, au final, mes études, j'ai drop. Moi, j'étais dans le cycle des études, ça me réussissait bien. Il y a eu le Covid, j'ai continué à suivre les cours, à réussir à faire, mais globalement, je commençais déjà à bader. Et c'est ce qui a fini par entraîner aussi
et qui a entraîné le fait que j'ai fini par arrêter les études. Et puis Twitch, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu Dany Raz grâce au Covid aussi. Ouais. Avec colère? Non mais on est où là? C'est l'histoire d'un faussaire à la tête d'une association de malfaiteurs qui exécute au doigt et à l'œil les ordres d'un certain Jupiter, avec pour seul dogme, seule idée fixe, seule boussole politique, protéger les riches, défendre les riches, sauver les riches, envers et contre tout. Le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Que faisiez-vous comme étude? Moi, je faisais un master en art, mais je faisais de l'ethnologie de l'art. Et Ilyes, je crois qu'il était en sciences humaines et politiques, je crois que c'est ça. En gros, son cursus, c'était humanité. Donc, en gros, c'est philosophie et politique, mais humanité. Enfin, c'est un peu... J'imagine que c'est de l'ethnologie, quoi. Sociologie, ethnologie, un peu. Envers et contre tout. Le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Une révolte populaire lui a peu fait ravaler sa morgue et changer de ton. Mais cela ne lui a pas encore fait abandonner cette funeste obsession. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. On a vu en fait une pratique politique avec un langage qui n'est pas le langage auquel on est habitué, mais qui est un langage qui se veut le plus proche en fait de l'émotion et de l'affect des personnes. C'est-à-dire ne pas faire des belles fioritures pour paraître bien et pour bien passer dans les médias, mais dire les choses telles qu'elles sont ressenties et telles qu'elles vont être aussi comprises par le plus grand nombre en fait. Contrairement aux autres politiques, les Insoumis n'essaient pas d'étouffer cette colère populaire. Au contraire, ils l'incarnent. Ils montrent que, oui, on a raison d'être en colère. Oui, on a raison de se mobiliser. Oui, le gouvernement Macron prend des décisions injustes qui vont contre l'intérêt commun. Et il faut le dénoncer pour que tout le monde le sache. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple d'Aurélien Saint-Toul, mais quand Aurélien Saint-Toul, même s'il s'en est excusé, mais quand Aurélien Saint-Toul dit « vous êtes des assassins », et vous avez la responsabilité de ces choix politiques, vous êtes un imposteur et un assassin. Il opère une réduction très rapide d'un raisonnement de la sociologie du travail, parce qu'à ce moment-là, il parlait des morts au travail, et qu'en effet, la question des morts au travail, avec la suppression d'énormément de points dans le code du travail, l'inversion de la hiérarchie des normes dans le code du travail, qui fait que les accords de branche peuvent être inférieurs à la loi, etc., et la suppression des CHSCT, donc les comités hygiène sécurité au travail, qui étaient censés précisément être là pour être un contre-pouvoir face à ça, bah ça fait qu'il y a une augmentation des morts au travail, et du coup que ces décisions qui peuvent paraître froides ont des conséquences directes et des conséquences de vie ou de mort sur les gens. Bon, mais une fois que tu as dit ça avec ton langage de sociologue, tu as perdu tout le monde. Alors que lorsque tu dis vous êtes des assassins, les gens comprennent direct. Bah oui, parce que en fait, puis les sociologues, qu'on les aime ou pas, généralement on les aime, hein, ça va, c'est des gens de gauche en général, mais en fait, ils participent à un sociolecte technocratique. Et le sociolecte technocratique, mais comme le sociolecte scientifique, dépossède l'humain, ou en tout cas le sujet statistique, de son individualité, de ses affects. Et en fait, ce que fait la France Insoumise, c'est ramener l'analyse partant des affects au cœur du mouvement politique. Voilà, donc c'est bien. Après, on peut les aimer, les sociologues, mais du coup, c'est pas ceux qui doivent faire les discours en premier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours un truc impersonnel. Je veux dire, quand t'es quelqu'un qui se fait exploiter au travail, peut-être que le sociologue, il est de ton côté en montrant qu'avec des statistiques, il a raison de te soutenir et dire que t'es dans la merde. Mais reste que tu n'es qu'une statistique. Je veux dire, un sociologue dira jamais assassin. Parce qu'il faut le sentir dans sa chair, quand même, pour pouvoir crier assassin quand quelqu'un t'exploite au travail et que tu vas en crever, quoi. C'est de la vulga. Non, c'est pas de la vulga. C'est vraiment une sortie de registre. Le registre technocratique, la matrice technocratique, c'est celle qui est en politique en général. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on fonctionne comme ça en articulation avec un peu notre nouvelle divinité qui est la science. Notre nouvelle croyance, en fait, occidentale, hein, surtout, qui est le modèle scientifique, qui se répand partout. Mais en fait, le modèle scientifique, il est très impersonnel. Il est très très impersonnel. Donc oui, le registre de la colère, c'est sûr que ça ramène les affects dans l'équation. Ouais. Bon, jusqu'ici, ouais, c'est pas non plus une analyse folle. Hein. Je pense que vous avez déjà compris ces choses-là. Hein. Je vous explique ça, mais enfin tout le monde l'a compris, quoi. Il y a besoin du langage sociologique pour pouvoir avoir les outils pour faire ce genre de simplification.
Mais il n'y a pas besoin d'un sociologue pour t'expliquer que la politique du gouvernement est violente. Et ça, dénoncer la politique violente du gouvernement, l'AFI le fait très bien. Alors, pour ceux qui subissent pas cette violence, ça va sembler être brutal, bordélique, mais pour tous ceux qui la subissent, les coups de gueule de l'AFI, ça semble être un juste retour des choses. Et si les bourgeoisies médiatiques et politiques le vivent comme de la violence, j'ai envie de dire tant mieux. Et après, c'est quand même intéressant de voir que, moi je pense que ce qui est intéressant justement quand on parle de ces affects de colère vis-à-vis à côté d'un discours technocratique qui vient désindividualiser, désensibiliser le sujet qui est celui de la statistique, quand bien même il est censé le défendre, c'est que cohabite chez des sujets politiques un respect à la fois pour un discours et pour l'autre à la fois. Parce que moi je pense sincèrement que les gens qui en ont marre du discours technocratique et qui ont envie de s'exprimer avec une colère simple et avec des affects, en même temps, ils gardent au fond d'eux-mêmes un respect et un sentiment d'autorité, de légitimité pour le discours technocratique. En fait, ils balancent entre les deux. Ça veut dire que ils pourront très bien aller dans la rue pour exprimer une colère, mais ils se diront toujours qu'ils voteront pas non plus pour quelqu'un qui parle pas en technocrate. Vous voyez ce que je veux dire? À part certains exemples, ils font quand même plus confiance en général à quelqu'un qui paraît technocrate. Donc on est quand même encore là-dedans. En fait, t'es obligé de jouer le technocrate, mais le technocrate sincère en quelque sorte. Et en fait, c'est ce que fait la France insoumise. Elle sait jouer sur les deux tableaux. Je veux dire, quand vous voyez un Manuel Bompard, c'est ce qu'il sait faire. Manuel Bompard, il sait à la fois être un serveur informatique capable de te sortir des données de manière très froide et très technocratique, et en même temps de tourner des phrases en ayant des formules un peu plus liées à des affects. Du type les gens en ont marre, les gens sont en colère, la France souffre, enfin c'est toutes ces formules-là. C'est à ça que ça sert, à les emmerder et à nous soulager. Il s'agit de montrer par la façon dont on réagit la violence qui a été ressentie et la violence qui a été envoyée à toi, quoi. Donc oui, là-dedans, bien évidemment, il y a un parti pris qui est de révéler la violence symbolique de la bourgeoisie médiatique et de lui répondre en fait avec. Merci Iken, merci pour le sub. Lui renvoyer comme un miroir la violence qui a été ressentie. Après, s'énerver contre nos dirigeants en rappelant des vérités avec des mots simples, c'est super. Incarner la colère populaire en soulageant une partie de la population, c'est top. Moi, j'adhère. Mais à part amuser la galerie et faire des vues sur TikTok, ça sert à quoi ce comportement? Politiquement, ça sert à quoi? Ça s'ancre totalement en fait dans les vues sur TikTok, ça sert la stratégie. Déjà depuis 2017, quand il y a les 17 députés insoumis qui sont rentrés à l'Assemblée, il y avait une promesse qui était faite, qui était de faire sortir l'Assemblée nationale de l'hémicycle. Qui était justement de faire que ce petit groupe insoumis, qui était pas si nombreux que ça quand même au moment de la première mandature 2017-2022, puisse justement être utile à relayer les luttes de l'extérieur et relayer à l'extérieur tout ce qui se passe à l'Assemblée. Pour le dire autrement, l'objectif de la France insoumise, c'est de remettre de la politique dans la vie des Français, de tous les Français et même en dehors des périodes électorales. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à incarner la colère des mouvements sociaux à l'Assemblée nationale. Ils veulent attirer notre attention sur... Et oui, c'est intéressant. En fait, ils ont transformé l'exercice de l'Assemblée nationale en arène. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vois des gens sur TikTok qui matent un edit de Glupatate, pour eux, c'est un truc de combat un peu. L'Assemblée, ça devient ça, en fait, dans l'esprit des gens. Ça devient un terrain de combat. Où les gens, ils s'affrontent vraiment. Genre, ils s'envoient des pains à la gueule, des pains verbales. Mais c'est pas vraiment la fonction qu'avait l'Assemblée à la base. C'était un peu un sanctuaire, du respect. Globalement, personne s'y intéresse. Et tant mieux. Personne ne regarde ce qui s'y passe parce qu'on s'emmerde. Et voilà. C'est vrai que c'est une autre manière de définir l'Assemblée. Et c'est bien. C'est bien. Ça la remet dans la vie des gens, en quelque sorte, quoi. Les gens comprennent à quoi ça sert. Ce qui s'y passe. Les députés, souvent, pendant les questions au gouvernement. Le souci, c'est qu'ils font un contre-camp en faisant ça. Les Français en ont justement marre de la violence. Ah ouais, les Français en ont marre de la violence, tu trouves? D'un côté, t'as la France insoumise qui relaie une violence sociale, une colère sociale. Du camp macroniste, t'as une violence qui est du type entrepreneurial ou même une violence vis-à-vis des discours qu'il a vis-à-vis de l'Ukraine ou de la légitimation d'Israël.
Et dans le dernier, dans le dernier côté, t'as juste le racisme en fait. Et les gens qui ont envie de taper sur des Noirs et des Arabes. T'as pas l'impression que les gens, ils aiment bien la violence en ce moment quand même? C'est bizarre de dire que les gens, ils veulent pas de violence. Hein. Le pays est violent en ce moment. Étaient accusés de faire des questions malhonnêtes pour avoir leur petit clic sur les réseaux sociaux et pour pouvoir faire réagir, etc. Mais en fait, c'est une stratégie. On parle des Français du quotidien qui veulent juste vivre tranquille. Mais ça, c'est, je veux dire, il y a plein de gens du RN qui votent RN qui te disent qu'ils veulent juste vivre tranquille, mais ils ont bien envie quand même que ça tabasse de l'arabe. Hein. Donc ça veut pas dire qu'ils veulent pas de violence. Au contraire, ils en veulent. Hein. Ils veulent du sang. Hein. Petit clic sur les réseaux sociaux et pour pouvoir faire réagir, etc. Mais en fait, c'est une stratégie qui est assumée parce que il faut quand même se remettre dans un contexte d'effondrement du système politique classique où en fait 2017 a mis fin au bipartisme, à l'alternance entre le PS et l'UMP ou LR maintenant à l'époque. Et pourquoi parler du RN? Bah parce que c'est quand même lui qui est le métronome de la violence politique en ce moment. Hein. Je veux dire, c'est l'extrême droite qui donne les éléments de langage les plus violents dans le champ médiatique et qui sont repris et qui finalement donnent le là de séquences politiques qui sont violentes et qui mettent la violence en avant à chaque fois. Je veux dire, leur stratégie depuis très longtemps, c'est gagner l'hégémonie culturelle en se servant de chaque fait divers pour le mettre au premier plan et parler de francocide, de parler de gens au QTF dangereux, de parler des migrants qui arrivent avec une culture barbare, qui veulent assassiner et violer des femmes. Je veux dire, ça n'est que un discours sur la violence. Pour moi, le mot racisé est super violent. Alors pourquoi il y a des racisés qui l'adoptent? Toi, t'es pour qu'on voit pas les couleurs. Donc le racisme n'existe pas. Donc on n'est pas dans un pays où globalement on veut virer les Noirs et les Arabes et on parle de cultures différentes et tout ça. Faudrait pas parler de racisme. C'est un troll. Non, Eaglestar, c'est un mec de droite, je le connais. Je crois que c'est un mec qui vient de chez Zioclo. Mais moi, ça m'intéresse de lui répondre. À l'alternance. Ça fait une bonne discussion, en vrai. Classique, où en fait, 2017 a mis fin au bipartisme, à l'alternance entre le PS et l'UMP ou LR maintenant à l'époque, et qui était souvent fait dans, on va dire, ce côté assez calme et feutré. J'ai toujours du mal à croire que les gens croient réellement à un francocide. MDR, c'est si pitoyable. Je pense qu'ils pensent moins... En fait, c'est plus une manière de cacher ce qu'ils appellent le racisme anti-blanc. Alors, ils n'ont pas vraiment de raison de le cacher, mais c'est juste que le racisme anti-blanc, c'est un élément de langage qui passe un peu moins bien que francocide. Francocide, en tout cas pour les humoristes et tout ça, ils comprennent ce que ça veut dire. En vrai, ce qu'ils comprennent, c'est le racisme anti-blanc. Parce que, en soi, ils savent très bien que quand ils s'imaginent un immigré, je mets bien des guillemets, hein, parce que ça peut être une personne née en France et tout ça, hein, eux, ils considèrent que c'est un étranger, quoi, qui est violent envers une personne blanche, parce qu'il l'identifie comme, je sais pas moi, possédant la richesse, comme raciste, tout ça, pour eux, c'est le racisme anti-blanc. Mais du coup, ils l'identifient en parlant de francocide. L'homo sapiens, oui, mais les races en français... Ça me fout les glandes, j'aime pas cette notion. Il y a des différences culturelles, oui, mais la race. Et merci Moufen, j'ai été ban sur plein d'autres chats de gauche, mais ici, tu m'as jamais ban. Bah oui, je veux pas de ban. Mais en fait, pour en revenir à un truc fondamental, Eaglestar, quand nous, on parle de race sociale. On dit pas que les races existent. On dit que l'histoire des êtres humains, géographique, géopolitique, économique, a créé des catégories. Je veux dire, l'Occident a construit les catégories raciales pour justifier ses projets esclavagistes et coloniaux. Et aujourd'hui, quand bien même on a dit que ça a été aboli, tout ça, les zones géographiques restent globalement régies par cette histoire séculaire du racisme qui a structuré les rapports économiques entre les différents pays et donc entre les différents peuples, identifiés ethniquement. Ça veut dire que globalement, t'es un blanc, t'es en France, tu marches dans la rue, quand tu vois un noir, s'il est mal habillé, par exemple, tu vas te dire c'est un migrant. Mais c'est parce que tu as structuré ta pensée pour te dire les noirs, de façon générale, sont plus pauvres. Donc quand ils sont en France, il y a quand même de grandes chances, c'est un peu la probabilité que tu te fais dans ton esprit, il y a quand même de grandes chances que ça soit un étranger. Donc en fait, il y a ce truc qui demeure. Tu vois ? Et c'est ça les races sociales. Ça veut dire que t'as pas besoin de te dire il est inférieur à moi. Mais par contre, socialement, historiquement, tu as construit cette idée
qu'il a potentiellement une origine étrangère, qu'il parle pas forcément ta langue, qu'il a pas les mêmes mœurs que toi, etc., etc. Et tout ça, ça sous-entend aussi un édifice structurel au niveau du marché du travail, au niveau du marché du logement, au niveau de l'accessibilité. Je veux dire, maintenant, mets-toi à la place de quelqu'un qui veut employer quelqu'un pour travailler et qui voit ce même mec noir débarquer pour l'entretien. Mais il peut avoir les mêmes préjugés. Sans être fondamentalement raciste, il peut très bien se dire « Ah ben ce mec-là, peut-être qu'il parle pas la langue, peut-être pas très bien, peut-être qu'il n'a pas vraiment la même culture et ça va pas le faire, etc. etc., etc. » Et c'est comme ça que tu fondes un ordre social basé sur la race sociale. Tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. Donc c'est pour ça que, oui, la France est racialiste. L'Occident est racialiste. Et nous sommes racialistes. Parce qu'on a ingéré ça, parce qu'on a vécu, enfin on a grandi à l'école et tout ça. Nous le sommes. On est racialiste. C'est tout, c'est comme ça. Donc oui, on parle de race sociale, et donc les individus peuvent se définir et peuvent être définis comme racisés. Ce qui est un outil pour pouvoir dire, bah oui, cette personne-là, on lui associe une histoire, une vision du monde, un rôle, on plaque sur elle des préjugés qui sont liés à des contextes historiques, séculaires et tout ça. Enfin voilà, oui, c'est ça la racisation. Mais c'est pas un problème, ça veut pas dire qu'on croit à la hiérarchie des races. Ça veut juste dire qu'on part du principe qu'elle existe. Et que, historiquement, eh ben, ça a donné des résultats. J'ai grandi parmi une palette de couleurs, du coup, j'ai vraiment pas de mal. J'ai vraiment du mal avec cette notion. On était tous égaux malgré nos cultures différentes. Mais c'est faux. C'est faux que les gens sont égaux. Mais de nos jours, ça devient chaud. J'ai l'impression que la LFI joue là-dessus pour diviser les gens via leur couleur. Mais c'est une dinguerie de dire ça quand même. Peut-être je me trompe parce que quand j'étais gosse, j'étais dans un endroit où ça allait. Mais après, moi aussi, j'ai grandi en quartier, j'ai grandi avec plein de gens différents et tout ça. Mais c'est quand même une dinguerie de dire ça. En fait, tu me reproches de parler du RN directement, mais toi, tu parles pas du RN tout court, frère. Je veux dire, tu peux pas dire que quand même... Je veux dire, c'est le parti qui parle de préférence raciale. C'est le parti qui parle de préférence raciale. Et toi, tu me dis que c'est l'AFI. Mais désolé, mais dans l'équation, parle-moi du FN avant. Je veux dire, l'AFI se construit et construit son discours, surtout en ce moment, comme une réponse et une alternative à ce que dit le Rassemblement national. Et quand tu écoutes un discours de Mélenchon ou d'autres, je veux dire, c'est assez clair. Eux, ce qu'ils disent, c'est il y a une nouvelle France, elle est contrastée, elle est multiple, elle est multiculturelle. Nous, on veut de cette France-là. Eux, ils parlent de créolisation comme concept pour dire que, bah oui, effectivement, les gens se mélangent, les cultures se mélangent, mais ça reste la France, parce que la France, c'est ce qu'on en fait. C'est pas ce qu'elle est. Elle a pas d'essence. C'est un drapeau, c'est une hymne. Ça, je veux dire, la France à la période de la Révolution, c'est pas la même que la France napoléonienne, qui est pas la même que la France de Charles X, qui est pas la même que la 3e ou 4e République, ou la 5e République. Ce n'est pas la même France. Il n'y a pas de France, il n'y a pas de continuité qui fait que la France est toujours restée la même chose. C'est une communauté nationale, et pour reprendre le terme de Mélenchon, une communauté nationale régie par le principe du droit. Ça veut dire que la fonction de la France, en tant que gouvernement, c'est de créer des droits et des devoirs et de les appliquer à ses citoyens. Voilà ce qui fait ce qu'on est français. Mais je veux dire, on pourrait être français et notre hymne, c'est un morceau de flûte, ou alors c'est un morceau de je sais pas moi, c'est un truc en 8 bits jeu vidéo. Ça ne changerait rien. La France serait toujours ce qu'elle est, cette communauté régie par le droit. Donc oui, à ce moment-là, la France, c'est un projet qui peut être très différent. Et donc la France à laquelle aspire la France insoumise, c'est plutôt la France que tu décris. C'est une France multiculturelle où les gens sont différents et vivent ensemble. Désolé, mais c'est le RN qui parle de différence raciale. L'hymne en 8 bits, je need for. Oui, bref. Non, mais voilà, je réexplique tout ça pour Eagle Star. Je trouve intéressant de faire la discussion. Voilà, désolé, je répète des choses qui sont pas compliquées à comprendre, mais bon. Moi, j'habite au Canada depuis 13 ans, il y a quand même une identité et une culture bien à nous. Ah oui, mais en France aussi, hein. Je veux dire, désolé, mais qu'on soit noir, arabe ou blanc, on a tous grandi avec Dragon Ball, doublé par nos doubleurs français. Tout le monde connaît ça, tout le monde a la ref. Et quand globalement, il y a une vidéo qui sort avec un doubleur, tout le monde reconnaît la voix. C'est ça la culture aussi. La culture, elle est là. Dans Dragon Ball, mais dans plein de choses. Tout le monde connaît la marque Sopiqué. Tout le monde sait que Sopiqué font des plats froids que tu peux trouver en magasin. C'est ça la culture française aussi. Tout le monde sait que, je sais pas moi, que Orelsan
il a fait un album à telle époque et que avec Jen Ali, apparemment il se passe un truc et que Jen Ali elle a fait un morceau et qu'en fait elle parlait d'Orelsan. C'est ça la culture, t'as beau être blanc, t'as beau être noir, t'as beau être arabe, c'est des choses qu'on sait. Alors tout le monde le sait pas, mais c'est ça la culture. Elle est vivante, elle est dans l'instant, Mercurochrome, le pansement des héros, bah oui. Et des mercurochromes, il y a des blancs, il y a des noirs, des arabes, français qui en mettent. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut chérir aussi, c'est toutes nos références communes. C'est tout ce qui a fait qu'on a grandi ensemble, en fait. C'est toutes les petites choses qui faisaient que dans une cour de récré, les enfants, ils parlaient de choses. Ils pouvaient parler de tel dessin animé, de tel film, de tel truc. Quand bien même, ils avaient des familles et des origines très différentes. C'est ça, la France. Voilà. Et désolé, mais la FI, elle défend cette France-là. Elle défend une France où on part de nos références communes pour faire peuple. Et donc, désolé, mais le discours racialiste, il vient du Rassemblement National. Je vois pas en quoi la FI défend ça. Mais en fait, le concept de créolisation, c'est ça. Le concept de créolisation, c'est que... Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Je vais te donner un exemple Golemont. Aujourd'hui, on utilise le terme bordélisé pour la première fois. À ce moment-là, je suis sûr que cette chanson, plein de gens la connaissent en France et ils sont pas forcément musulmans. Et c'est ça la créolisation. C'est ça la créolisation. Pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Mais voilà, c'est ça la créolisation. C'est qu'il y a plein de gens, ça les fait rigoler. Ils s'en battent les couilles. Regarde, mon chat, il n'y a pas que des musulmans. Pourtant, ils ont la rêve, ça les fait rigoler, ils connaissent. C'est ça la créolisation, frère. C'est ça nos références communes. Désolé, mais le Rassemblement National, lui, il voudrait juste faire interdire ça, en fait. Mais là, ça rentre pas en contradiction avec la laïcité. Mais quelle laïcité? Je veux dire, j'ai passé mon enfance dans un collège catho et on nous mettait des cassettes de Jésus. Sur la vie de Jésus, on regardait des dessins animés. Au nom d'Allah, s'il te plaît. Frère, dans mon école, il y avait plein de musulmans. Quand ils se faisaient chier au repas de midi, là, à la cour de récré, ils venaient regarder avec nous les cassettes de Jésus. Mais ils s'en battaient les couilles, c'est juste parce qu'ils voulaient voir un dessin animé. Ils s'en foutaient que ça soit du prosélytisme. C'est comme ça, oui, prosélytisme, je sais plus. Ils s'en foutaient que ce soit Jésus. Juste, c'était un dessin animé, ils voulaient le regarder. Mais c'est ça aussi, enfin, c'est la créolisation, c'est ça, frère. École privée, t'as le droit. Oui, bah oui. Il y a des écoles privées juives, musulmanes, tout ce que tu veux. Bah oui, il y a des blancs aussi, des fois, dedans. C'est ok quand c'est privé, c'est ça la laïcité. Oui, bref, mais bon, ouais. Frère, maintenant, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que ce dessin animé devrait pas exister, frère? C'est... dose. T'en fous, quoi. Ouais. Et qui était souvent fait dans, on va dire, ce côté assez calme et feutré, assez bourgeois, c'est-à-dire que les socialistes avaient l'habitude que de toute façon le prochain tour ce serait le leur, et puis ils avaient l'habitude de se croiser les uns les autres en sortant des plateaux télé, etc. Donc il y a une connivence qui s'était en fait installée dans le milieu politique, qui a créé en fait... Je dis que la laïcité, c'est la religion à la maison. C'est pas ça la laïcité. C'est la religion dans l'espace public, mais pas dans les institutions. C'est faux, la laïcité, c'est pas à la maison. L'espace public appartient aux Français. Il appartient au peuple. Public, espace public. Ça veut dire que globalement, dans la rue, tu devrais pouvoir porter le voile, on n'est pas censé t'emmerder. T'es une bonne sœur qui se balade avec la croix et le fichu, on n'est pas censé t'emmerder. T'es un moine bouddhiste en tenue traditionnelle, on n'est pas censé t'emmerder. On n'est pas censé te discriminer à partir de ça. Par contre, effectivement, si t'es professeur ou si t'es fonctionnaire, on a le droit de te demander de te faire discret avec tes signes religieux. Effectivement. C'est tout. La laïcité, c'est seulement censé être ça, en fait. Rien de plus. Et c'est
une des raisons de l'abstention massive, qui crée en fait une défiance vis-à-vis du politique. La défiance de la population vis-à-vis du politique, c'est le constat auquel arrive la spécialiste de l'abstention, Céline Braconnier, qui est professeure en sciences politiques. Selon elle, il existe plein de facteurs expliquant l'abstention massive. Mais parmi tous ces facteurs, elle insiste sur ceux qui sont structurels et politiques, car ce sont les plus déterminants. Le facteur politique qui est le désenchantement politique très marqué des citoyens à l'égard de notre démocratie représentative, le doute, le scepticisme qui s'exprime à l'égard... Bon, bref, on revient dans la vidéo, oui, bordélisation, oui, bref. ...des élus, la méfiance également, le sentiment qu'aller voter, ça n'a plus trop de sens. On ne croit pas que ça va produire des changements. Donc tout ça cumulé, voilà, crée de l'abstention très, très, très forte. Et depuis 2017, la France Insoumise prend ce problème d'abstention massive au sérieux. C'est-à-dire que plutôt que faire comme tous les autres partis, à essayer de convaincre les gens qui votent déjà mais pas pour eux, ils se sont dit, on va essayer de redonner aux abstentionnistes les moyens de s'intéresser à la politique. La stratégie de LFI, elle est partie en fait d'une rupture vis-à-vis de la stratégie de la gauche classique. C'est-à-dire que depuis des années, à chaque élection, on prend l'abstention comme une donnée. Alors tout le monde la déplore, etc. Mais en fait, aucun parti ne fait vraiment de travail de fond, particulièrement à gauche. C'est un truc qui a été énormément abandonné par le PS. Mais ils font en fait aucun travail de fond pour se poser la question des raisons de l'abstention. À l'inverse, LFI et bon, Mélenchon en tête, mais c'est pas le seul. On commençait à se poser la question de l'abstention comme d'un problème démocratique et d'un problème politique majeur qu'il faut régler en fait au travers du militantisme politique. Oui, et c'est ce qui leur donne une vraie stature républicaine. Mais après ça, personne leur reconnaît. Mais le simple fait que ça soit la seule formation politique qui s'inquiète véritablement du fait que les gens aillent voter et retournent dans les bureaux de vote, quand bien même ils votent pas pour la France Insoumise. Mais ça devrait être un respect républicain, ça, parce que c'est censé être ça. Mais la vérité, c'est qu'ils s'en battent les couilles que vous alliez voter. Les autres, ils vous parlent de la République, de la grandeur de la République, mais globalement, si vous n'allez pas voter et que vous étiez censé avoir des affects de gauche, ça les arrange. Donc bon. Cassandre, aller chercher les abstentionnistes, c'est pas juste répondre au manque de voix de l'AFI pour gagner les élections. Il s'agit aussi de répondre à un vrai problème démocratique. Si l'abstention était également répartie dans l'ensemble de la population, elle serait moins problématique au plan démocratique. Là, ce qui pose question, c'est que lorsque l'abstention est élevée, les votants ne sont pas du tout représentatifs des caractéristiques de la population générale. Les votants sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus diplômés, beaucoup plus aisés que les électeurs potentiels qui ne se déplacent pas, avec évidemment des effets sur les politiques publiques, des effets sur les programmes. Le respect républicain de la part de LFI, ils veulent même pas serrer la main des gens du RN, mais ils sont pas obligés. C'est leur némésis, alors que les scores des votes ont parlé. Mais rien n'oblige les gens à serrer la main du RN. Rien n'oblige de porter une cravate. Rien n'oblige d'avoir des sortes de tenues c'est abstrait tout ça. Donc ils ont tout à fait le droit de le faire s'ils veulent. Pourquoi ils ne le feraient pas? Rien ne les oblige. Je veux dire, quand les gens font des cris d'orfèvre pour dire que LFI respecte pas l'Assemblée en se comportant comme ça, mais rien n'oblige. Je veux dire, en fait, il n'y a pas de loi qui oblige à se comporter comme ça. Serrer la main, ok, c'était pour dire bosser ensemble. Mais bien sûr qu'ils veulent pas bosser avec le RN. Je veux dire, la politique est clivante. Les gens sont clivés. Les gens sont des adversaires et des ennemis politiques. Ils vont pas faire comme s'ils s'aimaient bien. Je vois pas le problème, en fait. Puisque, et c'est tout à fait logique, les candidats s'adressent en priorité à ceux qui votent. En l'état actuel des choses, notre système démocratique au suffrage... D'orfèvre. Ah, j'ai dit des cris d'orfèvre. Pardon. Du coup, ça me fait rire. C'est pas une question d'aimer, c'est une question de bosser pour le pays. Mais en fait, je trouve ça irrespectueux pour des gens qui ont voté contre le programme des autres, pour un programme, pour une vision de la France, que de faire comme si tout le monde était ami. Alors que c'est faux. Je veux dire, le pays est divisé. Respecte cette division. T'es pas obligé de faire comme si le pays allait s'unir, en fait. Justement, il faut être hors sol pour ne pas respecter cette division des Français, politiquement. Donc cette division doit s'incarner dans l'Assemblée. Et elle s'incarne aussi par de la méfiance, par de la distance, par de la colère. Et voilà, c'est tout. C'est à l'image du pays. La vie politique est saine
à partir du moment où les politiques ne font pas genre qu'ils sont amis constamment entre eux. Justement, c'est ce qui dégoûte les gens politiquement. Désolé, mais c'est plutôt un bon move. Ce qui dégoûte les gens politiquement, c'est d'avoir l'impression d'élire des gens qui portent leurs valeurs, et une fois qu'ils sont dans le milieu politique, en fait, ils sont tous amis. Ils sont tous amis, ils font leurs petits coups en cachette. Non, je te jure qu'au contraire, voir des députés ne pas serrer la main du RN, ça rassure, parce qu'ils se disent « Ok, j'ai pas voté pour des troufions qui vont aller manger du homard à la cantine de l'Assemblée tous les midis avec des députés RN. » C'est vraiment des gens qui sont leurs adversaires politiques et ça me rassure. Donc bien évidemment que c'est bien. Universel n'est plus si universel que ça. On pourrait même dire qu'on a lentement glissé vers un suffrage censitaire, c'est-à-dire vers une démocratie où seuls les riches votent. Ce phénomène de glissement a été étudié par le politiste Daniel... Mais derrière, il y a un pays. Ils vont faire quoi pendant 3 ans s'ils boutent comme des gosses ? Bah c'est tout, c'est l'état du pays. Si l'état du pays est bloqué politiquement, bah c'est tout, c'est son histoire politique. Je veux dire, tu ne peux pas mettre au pas la population pour qu'elle adhère au fait de faire marcher le pays si les visions du monde diffèrent. Si l'état du pays c'est qu'il est divisé, alors il est divisé et il faut respecter cette division. C'est ça aussi la politique. Tu veux quoi, toi ? Tu veux forcer les gens à se mettre au pas pour qu'ils fassent tous la même politique et qu'ils soient d'accord ? C'est pas comme ça qu'on gouverne. On gouverne pas. Enfin, je veux dire, gouverner politiquement, c'est pas censé forcer les gens à adopter ta ligne idéologique. C'est respecter le fait que dans une assemblée, on représente les sensibilités populaires. Elle va être longue la vidéo. Oui, elle va être longue, ouais. Pas les gens, les politiciens. Bah désolé, mais moi, quand les politiciens respectent la division des gens dans le pays, je trouve qu'ils font bien leur travail, en fait. Les riches votent. Ce phénomène de glissement a été étudié par le politiste Daniel Gaxi sous le nom de sens caché. Il décrit la transformation d'un système de suffrage universel par l'auto-exclusion des catégories sociales les plus pauvres. Ces populations sont découragées d'avance, d'une manière ou d'une autre, à exercer leurs droits démocratiques. Ce qui aboutit à ce que l'intérêt général devienne l'intérêt de ceux qui votent, autrement dit, les plus riches. Et comme les Insoumis ont une offre politique qui s'adresse directement aux classes populaires et qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'en changer, bah ils ont logiquement décidé de répondre à ce problème de l'abstention. On parle beaucoup un petit peu de la stratégie de LFI dans les quartiers populaires, comme si c'était une espèce de clientélisme, etc. Mais en fait, ça part aussi de l'analyse que ces quartiers populaires s'abstiennent énormément. Et là, quand je parle de quartiers populaires, je parle de quartiers populaires à la fois dans les grandes villes, mais aussi autour de la ruralité. Des cités HLM, il n'y en a pas que en banlieue parisienne. Donc voilà, donc c'est la stratégie d'aller chercher l'abstention, parce qu'en fait, tout simplement, les gens qui s'abstiennent, majoritairement, sont plutôt les prolos, et sont plutôt les gens qui se considèrent éloignés de la politique, et donc sont plutôt les gens, en fait, dont le programme de la France Insoumise, dont le but en fait du programme de gauche, c'est de changer la vie en fait. Sauf que changer la vie, les prolos, ils y croient plus vraiment. Céline Braconnier l'a dit, il existe un fort sentiment de défiance vis-à-vis des politiques dans la population. Et ce sentiment, il est accentué par une sorte de fatalisme, par l'impression que quoi qu'on vote, ça sert à rien. Cette année, on a pu voter. Ouais. Moi, par exemple, dans mon entourage, je sais que il y a très peu de personnes qui sont parties voter. Moi, j'ai voté pour la première fois. Et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit ça sert à rien. Enfin. Pareil. Il y en a beaucoup qui me disent je vois pas l'intérêt de voter. Si tu votes pas, tu peux rien faire bouger. Et même quand tu votes, il y a rien qui bouge. On a un autre exemple, le référendum de 2005, c'est hallucinant. On a voté non et finalement ça a été oui. La vraie défiance, ce qui a vraiment marqué une défiance politique, c'est quand même 2005. Hein. Oui. Plus récemment, on a aussi vu que le Front Populaire a gagné les législatives, mais dont Macron se fout éperdument du résultat. Oui. Et à ce non-respect direct des résultats électoraux, il faut aussi ajouter les gouvernements élus sur un programme qu'ils n'ont pas du tout respecté. Et ces trahisons sont venues des gouvernements de gauche, qui ont fait passer des mesures de droite. Parce que l'inverse n'arrive pas. Les gouvernements de droite ne trahissent jamais pour faire passer des mesures de gauche. Ça n'arrive pas. Et si on observe la courbe de l'abstention, on réalise qu'elle a commencé à grimper au moment où Mitterrand a abandonné son programme. Ouais, il va finir par faire ce que la gauche sait faire de mieux, décevoir ses électeurs. Depuis la guerre jusqu'aux années 80, nous avions vécu la période enchantée du devoir civique, avec une abstention restant aux alentours de 20% des électeurs inscrits. Et puis, surtout après la réélection de François Mitterrand en 1988,
Les courbes n'ont cessé de grimper. Et qui pourra en vouloir aux abstentionnistes ? D'un côté, on leur fait la morale pour qu'ils aillent voter, on les culpabilise en leur disant que des gens sont morts pour qu'on ait le droit de vote, et de l'autre, quand ils vont voter, personne ne respecte le résultat des élections, tout le monde s'en fout, on rentre chez soi comme si rien ne s'était passé. Voilà, c'est déjà extrêmement compliqué. C'est quoi en 2005 ? C'est le traité de Maastricht, non ? Attends. Je sais plus exactement. Ah non, pas du tout. Ah si, c'est ça. Pourquoi il me dit 1992 alors ? 2005 les émeutes. Non, c'est pas de ça dont on parle. Oui, c'est la constitution, l'entrée dans l'UE. Oui, c'est ça. Hein. C'est avec la Constitution européenne. Traité de Lisbonne. Ok, c'est le traité de Lisbonne. Oui. Qu'est-ce que le traité de Lisbonne ? Non. Bref. Traité constitutionnel européen, oui. Lisbonne, c'est plus tard. Rajoute 2005. Référendum français sur le traité établissement une constitution pour l'Europe. Traité de Lisbonne, c'est 2 ans après, même traité, mais pas soumis au vote. Ok. Ok. Rien que dans la pratique militante, d'aller voir des gens et de leur dire « vous pouvez espérer plus ». Oui, c'est possible d'augmenter les salaires. Oui, c'est possible de baisser l'âge de départ à la retraite. Le premier truc qu'on nous dit, c'est « ah non, mais de toute façon, c'est joli ce que vous me dites, mais c'est impossible, ça se fera jamais, c'est utopique ». Et donc ça, c'est le premier truc. Donc, il y a déjà cette difficulté-là, qui est déjà en fait une lutte pour aller à l'encontre de l'idéologie dominante. Et en plus de ça, donc ces gens-là qui arrivent... Ah, ça grésille. Ah merde, pardon. Attendez. Merci Psyked. Ça regrésille, oui. Pardon. Merde, j'étais à combien ? J'ai oublié. 19 minutes et quelques, hein, je crois, ouais. Là, cette difficulté-là, qui est déjà en fait une lutte pour aller à l'encontre de l'idéologie dominante. Et en plus de ça, donc ces gens-là qui arrivent à être convaincus et se disent « allez, c'est bon, on ose y croire ». Parce qu'il faut oser y croire. Voilà. Mais on ose y croire et ça y est, on va aux urnes, qui se font trahir derrière, bah, c'est des gens que tu perds pour toujours. Parce que c'est déjà difficile d'avoir de l'espoir, alors voir ce peu d'espoir trahi, c'est dévastateur. Le problème, c'est que suite au désenchantement des classes populaires vis-à-vis des politiques, la gauche au pouvoir, plutôt que de leur redonner confiance en faisant des trucs de gauche par exemple, ou en respectant son programme, bah elle a préféré concentrer ses promesses sur l'électorat qui vote, celui qui n'est pas encore dégoûté de la politique. Et comme ces votants sont de classe sociale plutôt aisée, pour s'adresser à elle, la gauche au pouvoir a abandonné les prolos. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la ligne Terra Nova au Parti Socialiste, où c'est un rapport d'un think tank obscur. Tellement, ça me fascine que ça soit encore un truc. Hein. Qui a beaucoup été influent pendant la campagne de François Hollande, mais qui a en fait acté... qui a acté quelque chose qui se faisait déjà au PS, mais qui a acté dans ce fameux rapport. En gros, le rapport Terra Nova, c'est pendant la campagne d'Hollande. En gros, ça part du principe que vu que la démographie française évolue et que les catégories professionnelles, socio-professionnelles évoluent, la gauche ne peut pas se contenter d'aller chercher un électorat seulement dans les affects sociaux. Et il faut aller les chercher aussi dans des affects sociétaux. Alors la différence, c'est que les affects sociaux, c'est la fameuse lutte des classes, améliorer la vie des gens, le travail, tout ce qui est syndicat, tout ça. Et le sociétal, c'est les questions du type antiracisme. Alors on parle d'un antiracisme moral, hein, donc touche pas à mon pote et compagnie, mais aussi les questions de société comme l'IVG, le féminisme, les LGBT, etc., etc. C'est ça, en fait. Le rapport Terra Nova, c'est ça. Et en fait, il y en a encore beaucoup qui instrumentalisent ça en disant, par exemple, que Ruffin, c'est un peu son truc. Hein. Ruffin, il aime bien dire, ah bah oui, le FI sont dans une stratégie à la Terra Nova. Ils ont oublié de se soucier de, je sais pas moi, de Nathalie, travailleuse sociale, ou de Jean-Pierre, travailleur à l'usine Peugeot,
Enfin, voilà, c'est un peu cet imaginaire-là, quoi. En mettant en avant les homosexuels, les trans et tout ça. Ruffin, c'est un peu son discours. En fait, c'est un peu le discours Class First qui instrumentalise le rapport Terra Nova. Mais le rapport Terra Nova, c'est vieux. C'est vieux de fou, quoi. Désolé, mais la FI fait les deux. Elle a un programme solide sur le social et elle s'intéresse à des luttes dites sociétales. Bah oui, où est le problème, en fait? L'idée que, bon, de toute façon, il fallait recentrer son corps électoral sur les centres-villes progressistes. Et puis surtout, intellectuellement, on a évolué. Ça veut dire que, intellectuellement, il a quand même été compris que beaucoup des luttes sociétales sont en fait des luttes qui sont des perspectives sociales tout court. Je veux dire, la lutte antiraciste principalement, avec l'arrivée des décoloniaux, des anti-impérialistes, qui sont là aussi pour rappeler que les luttes antiracistes sont des luttes qui ont des portées bien plus lointaines, qui sont celles de comment on traite les pays qu'on exploite, qu'on dépossède de leurs ressources, les pays qui sont un peu les greniers du monde, hein, où on va aller chercher, je sais pas moi, du coltan, des terres rares pour faire des iPhones, des ordis. Je veux dire, quel pouvoir politique on applique sur ces régions-là, et qu'est-ce que ça dit de nous aussi chez nous, et la manière dont on traite les immigrés et compagnie, enfin bref. Donc bien évidemment que c'est pas juste quelque chose de sociétal. Le mot de sociétal, c'est juste un piège, faut juste dire social, bah oui. Après, moi je veux bien comprendre que dans certaines configurations, par exemple, pour les luttes féministes et antiracistes, ce truc-là, il est clair. De dire que c'est vraiment du social, parce que désolé, mais les femmes, c'est 51% de la population. La question de combien on les paye, est-ce qu'on les fait travailler comme les hommes, est-ce qu'elles ont le droit à des congés maternité corrects, etc., etc. Est-ce qu'on peut arrêter de leur imposer des travails à mi-temps en disant qu'elles vont forcément devenir des mamans? Enfin, il y a plein de questions qui se posent, qui font que c'est une question sociale. Par contre, effectivement, oui, peut-être que les questions LGBT sont un peu moins des questions sociales. Mais elles le restent quand même. Parce que sous une question liée au LGBT, bah, tu as tout un discours sur la démographie. Quand l'extrême droite s'attaque aux trans ou aux homosexuels, son discours de fond, c'est il faut pondre dans un angle suprémaciste, il faut pondre du petit blanc. Il faut que les blancs, ils arrêtent de sucer des queues et qu'ils soient hétéros et qu'ils fassent des gosses, et c'est comme ça que la France sera une grande nation. Enfin voilà, c'est le discours de fond. Donc ça se relie quand même, en fait. Oui, voilà, c'est social, c'est le sujet de la famille, bien sûr. Au final, c'est derrière les angoisses anti-LGBT se pose la question de la structure familiale comme relais du pouvoir de l'État. Enfin bref. C'est quand même 10% de la population. Oui, pour les homos, mais pour les trans, c'est bien moins. Mais donc, je peux comprendre que c'est peut-être plus difficile et plus périlleux d'articuler ça comme étant une vraie question sociale. Mais ça en est une quand même. C'est juste qu'effectivement, ça concerne moins de monde. Mais c'est quand même une question sociale. Désolé, mais ça représente quand même des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Donc voilà. Il fallait recentrer son corps électoral sur les centres-villes progressistes. Sur certaines banlieues, mais uniquement parce que le PS avait encore une stratégie clientéliste vis-à-vis des assos communautaires, etc. Et le reste, on l'a abandonné. Et en fait, on a commencé à apercevoir du coup cet électorat de gauche comme une espèce de gâteau à se partager et non plus comme quelque chose à amplifier. Ce qu'explique Cassandre a largement été confirmé par les études sur le sujet. Selon l'Observatoire des inégalités, la gauche moderne ignore les classes laborieuses. Donc là, on entend le PS, hein. Là, ça parle du PS. Elle lui rentre dans les urnes la monnaie de sa pièce. Voilà qui permet de comprendre la poussée du Front National, bien plus que la peur des étrangers dont la part dans la population est inférieure à ce qu'elle était en 1982. L'incrédulité des dirigeants socialistes devant leur impuissance à endiguer la montée du parti d'extrême droite a une raison simple. Ils ne comprennent plus rien à la société française et ont même théorisé leur divorce avec le monde ouvrier, devenu conservateur selon la fondation Terra Nova. Ouais. Ce qu'explique ce rapport, c'est que le sentiment de fatalisme vis-à-vis de la politique et des élections en général dans les classes populaires, il a deux issues possibles, l'abstention ou le vote d'extrême droite. Et si ce rapport date de 2016, aujourd'hui c'est toujours d'actualité. L'économiste Thomas Porcher en arrive aux mêmes conclusions quand il analyse les résultats électoraux de cette année. Après, sur le vote des classes populaires, il y a eu, je pense, une responsabilité énorme des partis de gauche de gouvernement
énormes qui ont trahi ces classes populaires. C'est-à-dire que la loi travail d'El Khomri, non mais c'est vrai, François Mitterrand, le renoncement à un certain nombre de mesures, et donc ces classes populaires ont été largement abandonnées. Ça a même été théorisé. Merci Erdub. Été théorisé par Clara Nova, qui a dit voilà que c'était fini. Oui, Lionel Jospin, un de ses conseillers, lui avait dit, c'est pas un gros mot de dire le mot ouvrier. Donc ça remonte là à 20 ans. Clara Nova qui est ressurgie dans les discussions politiques, c'est fascinant. Bah oui, c'est sûr que ça remonte, mais c'est quand même très intéressant. Parce qu'en fait, pourquoi ça remonte? Parce que la vraie ligne de rupture entre LFI et les socialos, et les socialistes, c'est que les socialistes restent basés un peu sur ce divorce Terra Nova, là où la LFI part du principe qu'il faut réenchanter l'imaginaire politique et aller chercher justement ceux qu'on considérait comme sortis d'un électorat de gauche possible, quoi. Donc les classes populaires ont été lâchées par une partie de la gauche. Et c'est sur ce constat-là que les Insoumis ont dit « Nous, on va pas faire ça. On va pas participer à la montée de l'abstention et à la montée de l'extrême droite. Nous, on va revenir au rôle traditionnel de la gauche. » Et ce rôle, il consiste à aider la population à se politiser. C'est-à-dire à prendre conscience de sa classe sociale pour retrouver une conscience politique et donc un pouvoir politique. Le rôle historique des partis de gauche, du Parti communiste historique, voilà, le rôle historique du Parti communiste était, d'ailleurs même Marx en parle, c'est de transformer la classe en soi en une classe pour soi, c'est-à-dire de créer... Après, il faut quand même qu'à un moment, ils réalisent que la stratégie de la LFI marche. Oui, je pense qu'ils ont conscience qu'elle marche, mais pour l'instant, elle marche pas assez pour les obliger à bend the knee. C'est parce que je regarde House of Dragon, du coup. À les obliger à en faire des vassals. Soit des vassals, soit à les dégager. Pour l'instant, ils peuvent continuer d'exister, et tant qu'ils existeront, ils essaieront quand même de griller politiquement la France insoumise. Mais pour l'instant, la France insoumise n'est pas assez puissante pour les obliger à fléchir le genou, quoi. À se soumettre. D'ailleurs, même Marx en parle, c'est de transformer la classe en soi en une classe pour soi, c'est-à-dire de créer de la conscience de classe chez les personnes qui n'en ont pas forcément spontanément. Voyez le genou. Et donc, c'est finalement, quand Mélenchon et quand la France insoumise a une stratégie de conquête de l'abstention, en fait, c'est une continuité de cette idée-là de politisation et de création d'une conscience de classe. Parce qu'ils savent que reconnaître la stratégie de l'AFI, c'est signer leur arène mort sous la joue de l'AFI. Bah, c'est surtout que ils sont à la ramasse. Politiquement, ils sont pas formés. Et que l'AFI, elle a déjà plein de lieutenants, plein de gens qui sont prêts à être des têtes de proue, à passer dans les médias et à briguer des responsabilités. Ça y est, ils ont des cadres. Ils ont des cadres formés, l'AFI. Je veux dire, moi, je crois que ce qui terrifie les gens chez Europe Écologie Les Verts, chez le PCF ou chez les socialistes, c'est que si l'AFI devient dominante, ils n'ont tout simplement plus leur place dans la vie politique. On peut se passer d'eux. Il n'y a plus besoin d'eux, en fait. Donc évidemment, ils vont pas ployer le genou, parce qu'ils ont pas... En fait, on leur propose rien. Mais après, tant mieux, il faut pas leur proposer quelque chose. C'est des corrompus. C'est des gens qui ont fait que des moves de corrompus, donc... Parmi des gens qui se sentent éloignés de la politique. Mais construire une conscience politique, ça veut pas dire créer un nouveau parti de gauche et aller voir les gens et leur expliquer. La LFI est pas assez soft pour réunir assez de voix, ils se sont radicalisés aux yeux des gens, c'est terminé l'époque de Merluche qui finissait au second tour. Oui, on verra bien. Quoi penser, comment le penser et pour qui voter? Et ça, les Insoumis l'ont très rapidement intégré. Ils ne veulent pas être une avant-garde seule détentrice de la lumière et de la conscience de classe. Parce que pour eux, la conscience politique n'advient que par la pratique politique. Il y a des partisans de l'avant-garde révolutionnaire. C'est-à-dire, ils pensent que le parti est la conscience, et le parti est en quelque sorte la révolution elle-même. Et qui injecte de la conscience. C'est une très marxiste-léniniste. Thèse. Elle existe. Moi, je n'adhère pas à cette thèse. Ça, c'est du marxisme à 2 balles. Je te révèle ton exploitation et aussitôt surgit ta conscience révolutionnaire. Oui. Même dans Marx, c'est pas écrit. Donc tout ça est absurde. Une conscience politique se construit. Une conscience politique est le résultat d'un travail politique. Pas d'un spontané. Ça n'existe pas. Mais ça, c'est les bandeurs ouvriéristes. Ça, c'est les lords lutte ouvrière et tout ça. C'est pour ça, en fait, ils font pitié, ces gens-là. Ils ont vraiment l'impression que s'ils révèlent la vérité aux gens, en faisant de l'éducation populaire un peu nulle parce qu'on s'emmerde, quoi, les gens, d'un coup, ils vont être en mode « Ah, merci, j'ai compris, je vais devenir une classe pour soi et je vais parler à tous mes copains ouvriers et maintenant, on va faire la révolution. » Ça ne marche pas comme ça, frère. Ça met du temps.
Ça met du temps, et en plus, si tu veux être class first, le problème, c'est que tu t'intéresses pas. En fait, moi, je pars du principe que si tu veux faire une division entre sociétal et social, et si tu as un angle un peu class first, et que tu penses que les luttes antiracistes ou féministes et tout ça, elles sont secondaires, et alors, spoiler, je sais pas, moi, t'as déjà regardé Game of Thrones ? Pour faire la guerre, il faut quand même se mêler un peu des problèmes de ses alliés pour que ses alliés soient avec nous. Parce que si moi je veux emmener un allié avec moi faire la guerre, et si mon allié il a des problèmes chez lui, je sais pas moi, avec des bandits, des voleurs, des gens qui volent sur ses terres, faut peut-être que je me pose la question de régler son problème avant, pour pouvoir potentiellement l'avoir à mes côtés pour faire la guerre ensuite. Donc ne serait-ce que les questions sociétales, je veux dire, pourquoi on les bousculerait ? Désolé, mais régler le problème des trans, c'est avoir les trans à ses côtés pour faire la guerre. Régler le problème des femmes, c'est avoir les femmes à ses côtés pour faire la guerre. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, c'est se faire des alliés. Donc rien que ce truc de bousculer les luttes sociétales, même d'un point de vue stratégiste, je trouve que c'est idéaliste, c'est Golemont. Vraiment, les gens class first, ils sont bêtes, quoi. Ils comprennent pas comment politiquement on se fait des alliés, quoi. Je crois au contraire que c'est l'expérience de la masse elle-même qui fait l'avancée. La France... Je veux dire, c'est pareil, je veux dire, la FI, c'est comme ça qu'elle réfléchit. Sur la question de la Palestine, elle va incarner une voix que aucune autre formation politique a, donc elle se permet de régler le problème d'un de ses alliés potentiels, qui est effectivement le vote de banlieue. Le vote de gens qui ont des affects plus forts pour la Palestine. Et pas seulement le vote de banlieue, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des affects forts pour la Palestine. Je pense que la majorité de la population est choquée de ce qui se passe. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont voter LFI. Mais en tout cas, ça veut dire que LFI, ils ne peuvent pas ne pas dire que c'est la voix qui incarne ce qui se passe. Je vais regarder. Il y a eu le truc Streamer for Palestine. Désolé, mais Streamer for Palestine, ça n'aurait pas existé sans LFI. Hein. Et pourtant, les gens qui ont fait Streamer for Palestine, ils votent pas forcément LFI. Mais dans un coin de leur tête, ils le savent. Ils le savent que si ce truc-là a fait parler, s'ils ont fini par être indignés et par faire ce truc Streamer for Palestine, c'est quand même parce qu'il y avait des députés, il y avait des gens dans les médias pour tenir cette parole-là pendant des mois, jusqu'à ce que ça soit un sujet qu'on peut mettre sur la table. Voilà. Donc bien évidemment que ça a un effet, bien évidemment que ça fonctionne. Ils se fabriquent des alliés. Et donc après, vous pouvez dire que c'est du clientélisme vis-à-vis de la banlieue, du vote de banlieue. Et alors ? C'est la politique. Désolé, mais c'est pas seulement clientéliste. Quand tu te soucies vraiment de régler le problème de tes alliés potentiels, c'est aussi parce que tu crois en eux, en fait. Tu crois en leurs affects. Tu crois en leur empathie. Je veux dire, on la partage, l'empathie pour la Palestine. C'est pas seulement clientéliste. Insoumise a compris que c'est par le bas que son mouvement doit se construire. Parce que c'est l'expérience qui amène les gens à la politique. Par exemple, moi, je me suis politisée via le féminisme, car c'est ce dont j'avais besoin à un moment de ma vie pour comprendre ma situation sociale. Une personne qui subit un moi, c'était la transidentité. Licenciement, elle pourra arriver à une politisation via le droit du travail. Une personne qui vit dans une zone très polluée arrivera peut-être à une politisation via l'écologie. C'est par l'expérience qu'on arrive à la politique, pas parce que quelqu'un nous dit qu'il faut qu'on ait une conscience de classe. C'est pour ça que les insoumis veulent être le relais de la colère des mouvements sociaux. Bah oui, comme Louis Boyard, je veux dire, Louis Boyard, c'est un des meilleurs exemples. Louis Boyard s'est politisé parce qu'il y avait de l'amiante dans son lycée. Et qu'un jour, il y a un bloc d'amiante qui est tombé au milieu de la classe et qu'il a fait une manif. Il a fait une manif pour forcer les gens à réparer le lycée et à désamianter son lycée. Je veux dire, c'est une lutte très précise. C'est pas une lutte de classe. Ça en est une, finalement, parce que c'est quand même un lycée de ZUP. Et là, on met les gens un peu moins désirables du point de vue éducatif. Voilà, et donc le lycée pue la merde. Ce qui peut être pris dans une matrice où t'as conscience que c'est une lutte de classe. Mais de la part des lycéens qui manifestent, ils s'en battent les couilles que ça soit une lutte de classe. Ce qu'ils pensent avant, c'est le fait qu'il y ait de l'amiante dans leur lycée. Et que ça soit dangereux. Et c'est comme ça que ça se politise. Donc oui, c'est un très bon exemple. Parce que, comme l'a dit Sophie Galabru, la colère est la principale force motrice de l'action politique. C'est elle qui nous amène à nous mobiliser. En relayant cette colère et en l'incarnant, les insoumis... Rachel Keke, pareil. C'était l'hôtel Ibis, et puis voilà. Soutiennent et encouragent les personnes qui participent aux mouvements sociaux et qui, en conséquence, se politisent. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce qui se passe avec l'AFI, c'est qu'en fait, quand vous regardez un peu chaque député, alors pas d'autres, il y en a quand même certains,
ce sont des sciences pistes, ce sont des énarques, je sais pas s'il y en a qui ont fait l'ENA. Mais en tout cas, ce sont des techniciens de la politique. Je veux dire, quand tu prends Antoine Léaumont ou Emmanuel Bompard, c'est des techniciens de la politique. C'est pas des gens qui viennent de luttes précises et qui ensuite rentrent dans un imaginaire politique plus large où ils incarnent avec d'autres des combats beaucoup plus larges comme la lutte des classes. Ce qui est le cas de Rachel Keke, de Louis Boyard ou alors de celle, par exemple, qui était médecin là. Qui était infirmière, qui elle est venue à la France Insoumise à la base par la lutte vis-à-vis du démantèlement des hôpitaux publics et tout ça. Et moi je trouve ça intéressant, ça veut dire que c'est quand même un mouvement qui coalise des personnalités qui partent de luttes très précises pour les inscrire dans un imaginaire beaucoup plus global et les permettre d'être capables de parler de plein de sujets à la fois. Caroline Fiat, ouais. Et cette pratique, Bompard, il a fait maths informatique, ouais, il est ingénieur, je crois, non? qui ne se limite pas à une question de forme. La France Insoumise Sabrina Ali, elle est médecin, ok. Elle m'a du four gilet jaune, ouais. a réellement appris à être à l'écoute des aspirations qui montent des classes populaires. C'est en les écoutant que le parti a infléchi sa ligne sur l'islamophobie en 2017, ou que Mélenchon a parfaitement compris la transidentité ces dernières années, ou encore que le problème des violences policières a été pris au sérieux. Le mouvement insoumis n'a pas hésité à porter ces sujets, quitte à changer la ligne originelle de Mélenchon et des vieux cadres qui venaient du PS. Comment ça doit rendre fou les anards qu'ils aient réussi à faire ça? Moi, pour avoir discuté avec beaucoup d'anards, il y en a beaucoup qui sont d'élus de fous. En fait, moi j'ai eu des discussions où quand je leur expliquais que je m'intéressais beaucoup à la FI et tout ça, eux ils sont toujours en mode « Oui, mais le local, c'est bien le parti, mais il n'y a pas de vie au local. » Et du coup, c'est un peu de la merde. Il faut profiter. Pourtant, chaque moment politique on devrait mettre l'accent sur le fait qu'il faut développer le local. Et en vrai, je suis d'accord avec eux. Mais je trouve que leur justification pour se contenter de dire qu'il faut pas s'intéresser à la France Insoumise, c'est de la merde. Et généralement, j'aime bien leur tirer un peu l'oreille en leur disant, mais toute lutte est bonne à prendre. Et quand t'as un appareil politique comme la France Insoumise qui se met en place et qui répond à beaucoup de nos attentes, désolé, mais il faut quand même l'encourager. Quand bien même t'es un nanar, on s'en bat les couilles. Faut quand même changer la vie des gens. Bref, donc ils sont un peu d'élus. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui en reviennent. Hein. Je veux dire, là, ça fait 2 ou 3 ans que de plus en plus de personnalités un peu anarchistes prennent la parole pour dire, bon, il faut qu'on soit derrière la FI quand même. Je veux dire, ça a été le cas aussi du NPA, des trucs, enfin bref. Moi, je suis anard et proche de la France Insoumise. Mais après, justement, c'est pour ça que moi, j'essaye de mettre un peu l'accent, parce que à travers ces discussions que j'ai eues avec des anards, moi, je trouve qu'ils ont quand même raison. Il faut parler du local. Il faut parler du local, il faut parler de l'importance de parler des luttes locales. C'est ce que j'avais fait là quand j'étais passé aux Avoitol, que je voulais en parler. Et je trouve d'ailleurs que la France Insoumise, c'est là où elle pêche un petit peu. Et j'espère que, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'espère, c'est qu'en prévision des luttes municipales, en prévision des élections municipales, elle commence à tricoter sur le territoire un ensemble de locales, de formations, de relais associatifs, qui lui permettent d'exister beaucoup plus facilement lors de l'élection municipale. Parce que l'élection municipale, elle est quand même vachement définie par cette capacité à être en proximité avec des associations, avec des collectifs, avec des machins, avec des trucs. C'est pour ça que tu te retrouves avec des maires qui sont capables de se faire élire pendant 25 ans parce qu'ils ont été mettre tous leurs pions dans les différentes associations, dans les machins, dans les trucs. C'est tout un business, en fait. Donc, il faut que la FI, elle développe ça, je pense. C'est une des prochaines étapes. C'est une des prochaines étapes qui mènera à la victoire aussi, quoi. Parce que, désolé, mais pour le moment, c'est le Rassemblement national qui le fait le mieux. Et c'est quand même un problème. Il ne faut pas laisser ce terrain-là au Rassemblement national. Déjà qu'ils ont les médias, on ne peut pas leur laisser ça. Et toutes ces problématiques ont été dites. Et justement, moi j'irais presque à dire que il faut le faire précisément parce que le Rassemblement national, il est en confiance. Et si vous observez bien, il délaisse un peu plus sa stratégie du local, qui était celle sur laquelle il se reposait le plus pendant l'époque de la diabolisation. Pendant toute cette époque, vu qu'ils savaient que sur les médias, sur les plateaux, ils allaient être mal accueillis, que globalement on voulait pas trop d'eux, eh ben ils ont joué cette stratégie du local à fond. Ils ont permis à des tas de gens qui étaient désociabilisés de retrouver un peu du collectif, un sens, en allant dans une formation politique. Voire même des petits néo-nazis qui ont fait 2-3 bêtises avec des fachos et qui se disent bon bah finalement c'est peut-être mieux que je sais pas moi j'aille m'inscrire dans
le bureau du FN local, plutôt que faire mes petites conneries et finir en prison, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir quelque chose aussi, au départ. C'est ce qui a beaucoup fonctionné. Mais là, en ce moment, ils sont dans une période où, vu qu'il y a Bolloré, vu qu'il y a tous les grands médias là qui commencent à pouvoir suivre un peu le thème, ils sont en train d'être en confiance et de délaisser leur stratégie au local. Mais c'est précisément le moment où il faut prendre le terrain. Il faut prendre le terrain, il faut jouer cette stratégie-là, là où eux sont en train de l'abandonner. Moi, je trouve que ça serait bien que la FI le fasse. Après, le problème, c'est le budget. C'est que ça coûte cher de faire cette stratégie. Je veux dire, avoir des locaux, avoir des liens avec des assos, etc., c'est de l'argent, purement et simplement. C'est purement et simplement une question d'argent. Donc c'est pas évident. Quand t'es un parti qui est diabolisé, qui a pas beaucoup de soutien, c'est sûr que c'est pas évident. Mais il faut quand même essayer. Qu'est-ce qui te fait peur si jamais le RN prend le pouvoir demain? Mais c'est une dinguerie de me demander ça. Genre, gros, ils sont contre mon existence, en fait. Genre, moi, je peux te donner des trucs très concrets. Hein. Moi, j'ai un pote noir, il a été tué par les flics. Bah, je sais que plein de potes, plein de gens comme lui mourront si le RN passe. C'est aussi simple que ça. Dans des contrôles policiers abusifs, tout le monde s'en battra les couilles si on les tue. Voilà. Plein de choses comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu penses vraiment qu'ils vont t'enfermer dans une cellule ou te tuer? Mais c'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est plus vicieux que ça. En fait, c'est tellement gros que j'ai même pas besoin de te répondre. Pourquoi je te répondrais précisément sur pourquoi j'ai peur que le RN passe? C'est le fascisme. Renseigne-toi sur ce qu'est le fascisme. Me demande pas pourquoi j'ai peur. De Mélenchon et des vieux cadres qui venaient du PS. Et toutes ces problématiques ont été digérées et traduites concrètement. Dans le programme de l'Avenir en commun, mais aussi dans l'investiture d'acteurs sociaux législatifs comme Rachel Keke ou encore Louis Boyard, et bien sûr, dans des discours forts à l'Assemblée nationale. Et si ce fonctionnement peut paraître logique, il est très différent de celui des autres partis de gauche qui fonctionnent plutôt comme une bulle fermée au monde extérieur. C'est qu'au Parti socialiste pouvait exister, et d'ailleurs existe plus ou moins toujours, différentes lignes politiques et stratégiques sur le programme qui sont décidées dans des congrès. Et en fait, c'est en fonction de qui a le plus de votes, donc quelle tendance a le plus de votes dans quel congrès, qui va décider de l'orientation du programme, de l'orientation stratégique, etc. Ce qui fait en fait que c'est des partis dans lesquels on passe là, ça parle de démocratie interne. Là. Plus de temps à faire campagne à l'intérieur du parti pour sa propre tendance qu'à l'extérieur. Et ça, voilà, ça fait partie, encore une fois, des analyses stratégiques de Mélenchon, hein, quand il a quitté le PS et qu'il était en mode... C'est fou, dès qu'on me demande des arguments, on me renvoie les mêmes arguments, renseigne-toi, etc. En fait, il faut comprendre un truc. Le Rassemblement national, les formations fascistes ne sont pas pour la République. Ce sont des partis anti-républicains. Alors peut-être que dans leur élément de langage, ils vont te dire que la République, la laïcité, c'est bien, mais ils sont anti-républicains. Eux, ils sont pour que l'ordre social injuste existe. Ça va de soi. En fait, c'est un parti qui prime, ce sont des gens avec des idées qui priment une sorte de sélection naturelle sociale. Donc la République, pour eux, ça ne fait pas de sens. C'est on met les gens au pas, marche ou crève, et si jamais t'arrives à marcher et à ne pas crever, eh ben bravo, t'auras réussi. T'auras réussi, tu pourras t'enrichir, tu pourras être puissant. Mais il n'y aura pas de place pour beaucoup de monde. Et du coup, on fera jouer la compétition, et puis voilà, basta. C'est la compétition du marche ou crève. C'est comme ça que fonctionnent les régimes fascistes. Je crois que le fascisme peut pas venir de la gauche aussi. Bah si, il y a eu des expériences, mais désolé, mais on n'est pas le fascisme, nous. On en a conscience quand même. C'est-à-dire, désolé, on n'est pas le fascisme. Je veux bien l'entendre, hein. Il peut y avoir des formes de fascisation de gauche, mais on n'est pas le fascisme. Genre, c'est pas nous, en tout cas. Genre, identifie-le à gauche si ça te plaît. Je veux dire, parle-moi de Pol Pot, parle-moi du stalinisme, tu peux très bien me parler de ça. Mais on n'est pas des stalinistes et on n'est pas des adorateurs de Pol Pot. Donc c'est pas, la question se pose pas en fait. Fini. Il y a un petit peu ça encore au PG, mais après quand il a créé LFI, il a dit allez hop, c'est fini, on a le programme, il est fixe, ça bouge plus, on arrête de se battre pour ça. Ça faisait partie de ça en fait, de ce truc-là de si on commence à créer un parti dont la culture militante... On n'a aucun lien avec le fascisme, des groupes fascistes et tout ça. Oui, mais je vois ce qu'il veut dire par fascisme de gauche. Il veut dire autoritarisme, comme vous dites. C'est ça ce qu'il veut dire. LFI font souvent des refs à Staline ou Lénine. Alors, ils ne font pas des refs à Staline. Tu mens. Le LFI n'est pas staliniste. C'est faux. Lénine, c'est tout à fait possible. Mais Lénine, c'est pas Staline. C'est faux de dire qu'ils font des refs à Staline. On veut pas des staliniens, nous. On les aime pas. Il est fixe, ça bouge plus, on arrête de se battre pour ça.
ça faisait partie de ça en fait, de ce truc-là de si on commence à créer un parti dont la culture militante finit par fonctionner en vase clos, on va finalement être dépendant éternellement du peu d'électeurs qui continuent de voter à gauche, c'est-à-dire de ceux qui ont suffisamment de confort matériel pour continuer de voter malgré les trahisons. Parce que finalement, c'est qu'ils n'ont pas été tant trahis que ça. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça marche ? Est-ce que incarner la colère des mouvements sociaux, construire son mouvement par le bas, écouter les acteurs locaux, est-ce que tout ça, ça permet vraiment de reconnecter les gens à la politique ? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a très peu de médias qui s'intéressent aux insoumis et encore moins à leurs sympathisants. Mais sur France Info, j'ai quand même trouvé des témoignages de jeunes qui datent d'août dernier et qui nous laissent entendre que oui, ça marche. Et ce qui leur plaît, c'est l'attitude de leurs idoles dans l'hémicycle. Quand ils crient comme ça dans l'Assemblée, on peut croire que c'est débile. On voit vraiment qu'ils sont en colère au moins. Tiens, vous êtes là, vous. Où étiez-vous ? Oh, la séquence incroyable. J'espère que le gâteau était bon. Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Et pour moi, c'est beau. C'est des gens qui disent vraiment les choses, du coup. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. La France va continuer, madame, la France. Très bonne séquence. Vous vous rendez compte à quel point c'est efficace, les gens ? Juste un discours et un drapeau a quand même bouleversé pendant des semaines le champ politique. Tous les médias sont devenus fous, il fallait absolument parler d'antisémitisme et tout ça. C'est la hauteur de la contre-attaque est à la mesure de l'attaque. Désolé. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. La séance est suspendue. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. En fait, j'aime bien sa vidéo, elle est bien. Mais après, c'est une vidéo qui s'adresse plus à des électeurs de gauche qui comprennent pas la bordélisation de l'AFI. T'as vu la hausse des actes antisémites avant de dire ça ? Mes frères, la hausse des actes antisémites, elle se comprend par le simple fait que tu ne permets pas d'avoir d'autres voix que celle des Juifs soutien d'Israël, en fait. Médiatiquement, tu condamnes... Je veux dire, nous, on en connaît des Juifs décoloniaux chez Tzedek. Ils se sont fait annuler leurs événements par la mairie de Paris. La mairie de Paris leur a empêché d'avoir une parole publique. Les seuls qu'on invite sur les plateaux, c'est des soutiens d'Israël. La montée de l'antisémitisme, elle est liée au fait que, en forçant les imaginaires des gens à relier essentiellement les Juifs et Israël, ça veut dire que dans la rue, les gens qui sont contre Israël, potentiellement, ils voient en chaque Juif quelqu'un qui défend Israël. Mais c'est un problème, c'est dangereux. Donc désolé, c'est pas la France insoumise qui a créé l'antisémitisme. C'est précisément la question de la Palestine et le fait de prendre position strictement pour Israël. C'est ça qui produit de l'antisémitisme. Ça met tous les Juifs dans une même case. Ben oui, c'est dangereux de jouer là-dessus, bien sûr. Mais tout le monde joue à ce jeu dangereux. Le RN joue à ce jeu dangereux. Tous les médias jouent à ce jeu dangereux. Macron joue à ce jeu dangereux. Mais LFI ne joue pas à ce jeu dangereux. En fait, je crois que tu comprends pas ce que je dis. Et des montages comme ça, faits par des internautes spontanément pour sublimer des discours de députés, il y en a pratiquement que pour les insoumis. À croire que les émotions, la colère, le bruit, la fureur, tout ça, finalement, c'est plutôt apprécié. Le cas de Sébastien Delogu en est un parfait exemple. Personne ne le connaissait avant qu'il foute le bordel et depuis, le gars, c'est un héros. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à acheter un panneau publicitaire sur Times Square pour faire passer un édit de lui à New York. Et pourquoi ils ont fait ça, les gens ? Pourquoi c'est lui qui a été choisi ? Parce qu'il s'est fait punir pour nous.
Nous, les gens qui sont horrifiés par le génocide en cours en Palestine. Oui, bon, Son coup après Oussem, ça a bien fonctionné. Hein. d'éclat a marqué les esprits, il s'est fait connaître, mais surtout, et c'est ça le plus important, il a créé un lien avec toutes les personnes qui partagent son indignation. Et il n'y a pas que pour Delogu que ça a marché. Rappelez-vous du brillant discours de Rachel Keke contre la réforme des retraites. Ça avait provoqué le même effet. Parce que oui, porter haut et fort les sujets qui comptent pour la population, ça fonctionne pour établir un lien entre le champ politique et la société civile. Et même parmi ceux qui reprochent aujourd'hui aux insoumis leurs mauvaises manières, il y en a un certain nombre qui ont usé des mêmes pratiques dans le passé. Ils ont tendance à l'oublier. On pourrait parler de Corbière qui avait ramené à l'Assemblée des produits alimentaires pour dénoncer la baisse des APL. Ou C'est vrai. Encore de Ruffin qui venait en maillot de foot à la... C'est vrai. Putain, revoir ces séquences-là, oui. Et pousser régulièrement des gueulantes. Les deux n'ont pas hésité à faire des coups d'éclat à l'époque où cela leur servait. Mais bon, tout ça pour eux maintenant. Pourquoi ils ont mis autant de temps à qualifier les actes de 7 octobre comme étant des actes terroristes? C'est de la résistance, toutes les horreurs qu'ils ont fait ce jour-là. En fait, le problème, c'est qu'on est biaisé par le fait que le mot résistance, on y associe une histoire qui est liée à notre résistance à nous pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais qui a dit que la résistance pouvait pas être brutale? Qui a dit que la résistance pouvait pas être cruelle? Qui a dit que ce que pouvaient faire des résistances, c'était pas parfois aussi injuste? Il faut se poser la question de ce que tu mets derrière le mot résistant. Parce que si pour toi un résistant c'est un brave maquisard qui fout des bombes pour faire dérailler des trains allemands, bah désolé, mais c'est parce que tu essentialises ce qu'est la résistance. Effectivement, c'est un mouvement de résistance. Ça veut pas dire que moi je suis d'accord avec ce mouvement de résistance. Ça veut pas dire que c'est pas parce que tu dis que c'est un mouvement de résistance. En fait, c'est une analyse concrète de dire que c'est un mouvement de résistance. Puisqu'il s'agit d'un territoire occupé, enfermé, confiné par l'armée israélienne. Les gens ne peuvent pas sortir. Les gens, leur vie est menée à la baguette. On a le contrôle de leur eau, on a le contrôle de leur électricité, on a le contrôle de leur travail, de ce qu'ils bouffent, de tout. De l'approvisionnement de la bande de Gaza. Donc effectivement, quand il y a des gens à l'intérieur de ce système-là qui sortent pour foutre le bordel, ça s'appelle un mouvement de résistance. Après, est-ce que ça veut dire que j'encourage la résistance dans tous les cas? Non. Il y a des mouvements de résistance racistes. Il y a des mouvements de résistance eugénistes. Il y a des mouvements de résistance qui finissent dans des bains de sang. Ça veut pas dire que je soutiens chaque mouvement de résistance. En fait, c'est ça, quoi. Demande-toi ce que tu mets derrière le mot de résistance, surtout, en fait. Non, c'est du passé. Surtout que maintenant, ils sont chez les écologistes. Du coup, ils se sont mis à parler avec douceur, d'apaisement et de tendresse. Du coup, de ce point de vue-là, il faut le faire, je dis avec prudence, avec mesure et je dis avec tendresse pour les Français. La pratique des insoumis, elle fonctionne. Elle marche même très bien. Non seulement pour ramener la politique dans la vie des gens, mais aussi pour prendre les médias à leur propre jeu. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages. Vous vous souvenez pas de ce que c'était? En gros, c'est que sur TikTok, il a commencé à faire des Blocus Challenge. Un peu en mode, tu sais, mais comme les Ice Bucket Challenge et des trucs, il était en mode, allez-y, bloquez votre lycée, c'est un challenge. Un peu un truc dépolitisant et tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont critiqué le fait que c'était un peu Golemont, dépolitisant, mais ça fonctionne. Bientôt, on va dire que le 11 septembre, c'était mérité. Mais t'es con, vas-y, tu veux pas comprendre ce que je dis, ça m'énerve. Essaye de réfléchir avec moi, arrête de me sortir des catchphrases en mode, oh là là, c'est la décadence, je t'explique comment ça fonctionne. Tu vois, par exemple, je t'ai pas dit que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était normal. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai juste dit de reconsidérer ce que tu mettais derrière le mot de résistance. Et toi, tout ce que tu me réponds, c'est que, oh là là, je vais dire que le 11 septembre, c'était mérité. Mais c'est une dinguerie, frère. De lycée et d'université, comment on fait? On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne. Ça passe, quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On passe sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez,
On y va. On le poste sur Twitter et là tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment l'endroit pour choquer les journalistes c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas c'est très bien qu'ils nous crient dessus parce que justement ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Bah ouais, je pense que les journalistes ils regardent pas TikTok et ils sont pas sur Insta. Faut voir que c'est vraiment Twitter et le reste, c'est vraiment des médiums très différents. Parce qu'ensuite les gens ils sont pas bêtes, ils se disent bon bah oui ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc, ah il y a un blocage, ah il y a une marche. Donc les réseaux sociaux ça sert aussi à ça, ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Comprenez bien que les éditorialistes et certains se Les noms d'animaux en pseudo Twitch c'est jamais bon signe, il faut pas me dire ça à moi. Tendance journalistes font partie du bloc bourgeois. Ils n'ont donc pas intérêt à faire vivre la démocratie et encore moins à mettre la gauche à son avantage. Et tout particulièrement la gauche de rupture de LFI. Donc, plutôt que les faire parler de leur projet politique, ils vont plutôt dénoncer la provocation d'un tel, la petite phrase d'un autre. Du coup, dans ce contexte hostile à la gauche, on va avoir des partis politiques qui vont donner des gages de bonne conduite aux médias pour être plus ou moins bien traités sur les plateaux. Ils vont par exemple revenir sur des mesures dans leur programme, ou alors ils vont avoir des propos islamophobes, ou alors ils vont faire des appels à l'apaisement et au calme avec douceur face à la montée du fascisme. C'est ce que font le Parti socialiste, le PCF et les écologistes. Et puis on a les insoumis qui eux veulent rien faire de tout ça et qui n'ont du coup plus d'autre option que de jouer de l'hostilité des médias pour imposer leur sujet sur la table. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant la campagne des européennes pour amener les médias à enfin parler de l'inscription sur les listes électorales. Parce qu'il y a 3 thèmes. Oui, c'est ça. Il y a la question de la lutte contre le racisme, il y a la question des riches qui vont voter et qui décident d'une manière générale pour les élections, et puis les golfeurs, c'était un moyen de poser une question écologiste et de dire mais attendez, le drame de l'écologie. Les golfeurs, oui bon. C'est les golfeurs alors. C'est pas le seul drame de l'écologie, mais oui, ok. Mais vous les mettez dans des questions. Mais c'est une vraie question. Et attendez, moi, juste l'utilité qu'a cette campagne, et je pense que tout le monde pourra se mettre d'accord sur le sujet, c'est qu'au moins on parle de l'inscription sur les listes électorales, parce qu'il faut pas compter sur le gouvernement pour faire ça. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement a envie que les gens aillent pas voter aux élections européennes le 9 juin, parce que y a rien. On n'en parle pas. L'inscription sur les listes électorales, nulle part on en parle. Et là, on en revient à ce qu'on disait. Et vous avez déjà fait du golf ou pas dans le chat? Moi, j'en ai jamais fait, hein. Les seuls golfs que j'ai fait, c'est les mini-golf en vacances, quoi. Mais on est d'accord que vous avez déjà fait du golf, vrai golf? C'est un truc de riche. Non, oui. Alors attends, il faut que je retienne. Firefox, il a dit oui. Midrangeman, il a dit oui. Oui, avec la MJC, ok. J'ai déjà testé, c'était marrant. Bon, tous ceux qui ont dit oui, vous lâchez un sub, hein. Eh oh, c'est votre cotisation, hein. Et c'est bon, hein. Plutôt sur l'abstention. Parmi tous ceux qui ne votent pas, beaucoup ne sont pas inscrits ou sont mal inscrits sur les listes électorales. Et ce problème fait partie de ceux qui nous amènent doucement vers une démocratie au suffrage censitaire. On est une des seules grandes démocraties occidentales à imposer à ses citoyens, encore en 2021, en 2022, de se déplacer, de procéder à une inscription électorale. Dans la plupart des autres pays, l'inscription se fait automatiquement tout au long de la vie, à chaque déménagement. Dans notre système actuel, il n'y a pas 1000 manières de participer aux décisions politiques. Et il y en a de moins en moins depuis le début du gouvernement Macron qui réprime tous les mouvements sociaux à coups de flashball. Bah oui, et puis en plus c'est une sorte de rigidité institutionnelle où on te force comme ça à devoir t'inscrire et tout ça. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on a des outils informatiques qui font que c'est complètement obsolète. Le fait de devoir s'inscrire à chaque fois là où on habite et tout ça. Merci Firefox, let's go, il l'a fait, let's go, t'as lâché ton sub, je suis trop heureuse. Merci. Eh, lâchez des subs les gens s'il vous plaît. Mais oui, c'est complètement... Enfin, je veux dire, aujourd'hui avec l'outil informatique, à partir du moment où t'arrives dans un bureau pour voter, on pourrait très bien allumer un écran, hop, on voit que tu viens de tel endroit, mais c'est... Enfin, je veux dire, et du coup ton vote, peut-être qu'on le reporte à l'endroit où t'es censé voter d'habitude, mais tu peux voter n'importe où. Enfin bref. Après, le vote électronique, ça marche toujours pas. Merci Sigal. Mais je parle pas de vote électronique. Je parle du fait de se présenter dans un bureau de vote, sans être forcément inscrit quelque part, et que, par exemple, pour les législatives, par exemple, si t'es à l'étranger,
Tu peux aller voter dans le bureau de vote à l'étranger et ton vote va être directement considéré pour la circo pour laquelle tu es censé voter normalement. Tu vois, par exemple, on pourrait très bien faire ça. C'est très simple, en fait. Merci Troubadour. Depuis le début du gouvernement Macron qui réprime tous les mouvements sociaux à coups de flashball. C'est tragique, mais en attendant le grand soir, le vote reste déterminant pour infléchir la politique du pays. Parce que si le bloc bourgeois se maintient si facilement au pouvoir alors qu'il n'est absolument pas majoritaire, c'est uniquement parce que les exclus de notre société ne votent plus. Son pouvoir ne Merci Say Steph. Merci les gens. Pose que sur cette censure. Et il a très bien identifié le danger que représentent les colères populaires et leur lien de plus en plus solide avec un parti politique. C'est pour ça que la FI est diabolisée absolument partout. Parce qu'il donne de la voix à ceux qui sont censurés. Quand les insoumis refusent de reprendre les discours islamophobes, on dit qu'ils font du clientélisme. Quand ils soutiennent les étudiants qui bloquent les facs, on dit qu'ils veulent répandre le chaos. Quand ils investissent des militants de terrain pour devenir députés, tout est fait pour délégitimer ces derniers. Oui, pour le bloc bourgeois, l'action insoumise est perçue comme du bordel. Mais les gens voient, eux, que les sujets sur lesquels les insoumis mettent le bordel sont précisément ceux sur lesquels ils se sentent en décalage avec le monde politique. La galère moufette avec ça, c'est pour éviter les doubles votes. Faudrait que les bureaux de vote soient tous interconnectés pour s'assurer que tu puisses pas voter 2 fois à 2 bureaux en même temps. Bah oui, où est le problème ? Notre système de santé fonctionne comme ça. Hein. Je veux dire, le principe d'une carte vitale, c'est ça. Hein. C'est que globalement, tu peux pas aller chez un médecin, choper une ordonnance, te la faire rembourser une première fois, et retourner chez un autre médecin, choper la même ordonnance et te la faire rembourser une deuxième fois. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une trace, en fait. Je veux dire, moi, je vais dans une pharmacie avec une ordonnance. Si je la renouvelle, alors que ça fait à peine une semaine que je l'ai renouvelée, le pharmacien, il va me le dire, en fait. Il va me dire, je peux pas vous la renouveler. Vous avez déjà le traitement, là. Vous l'avez eu il y a une semaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Sont précisément ceux sur lesquels Après, oui, il y a des failles au niveau de la sécurité. Mais je veux dire, on a déjà des bases sur lesquelles on peut travailler. Sont en décalage avec le monde politique. Bien sûr, faire de la provocation à l'Assemblée ou dans les médias amène son lot de problèmes. Les polémiques, l'image déplorable des insoumis jusqu'à Mediapart, l'absence totale de solidarité chez les alliés. Et puis, les ratés aussi. Parce que parfois, la provocation, ça marche. Ah oui, ça, la séquence résiduelle, là, ça a été dur à défendre. Hein. Et celle qui s'en est mise sortie pour défendre cette séquence, c'est Ouria. Hein. En vrai, son explication était bonne. Quand bien même, Mélenchon, il a fait une erreur. Hein. En fait, sa tournure de phrase, elle est éclatée. En Suisse, on vote par courrier depuis déjà très longtemps. On reçoit la lettre à retourner automatiquement dès nos 18 ans. Ça marche très bien. Bah voilà, une initiative. C'est pas mal, ça. Quelle défense. Ah, vous avez pas vu Ouria qui parle de ça ? J'avais déjà maté en stream, je vais pas le refaire. Hein. Mais Ouria, il y a un extrait de 6 minutes où elle explique. Merci à Hailey Green, merci beaucoup pour le sub. Les gens, train de hype. Let's go, train de hype, let's go. Ça m'intéresse, t'aurais une ref ? Attendez, je vais vous la donner. Allez la voir de votre côté parce que moi j'ai déjà fait en stream. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux députés. Hop. Résiduel, Mélenchon, Ouria. Voilà, hop. Alors, je voudrais m'attarder là-dessus. Vous voulez aller le voir, je vous le mets dans le chat. Voilà. Pas, et ça peut se retourner entièrement contre soi-même. Néanmoins, en ce qui me concerne, et je pense que ça se voit dans la plupart de mes vidéos, je suis pas du genre à attendre qu'on veuille bien me donner des droits sous condition que je sois respectable. Je suis persuadé, et l'histoire me donne raison, qu'il faut se battre pour les obtenir. Ah oui, pardon, je pense à un truc, désolé, je coupe Léo. Si vous avez pas vu passer l'info, putain, mon stream ça devient Pôle emploi, mais en vrai ça pourrait en intéresser certains parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bien dans les bails politiques là. Il y a Hors Série, vous voyez très bien ce qu'est Hors Série là, la chaîne d'information, qui cherche pour octobre des personnalités pour présenter les émissions. Donc si jamais vous êtes intéressé, si jamais je sais pas, vous avez un peu de bagage politique, vous êtes militant ou je sais pas, vous présentez bien, vous pensez avoir vos chances, vous pouvez postuler. On est personne, nous. Mais je sais pas, je dis ça pour les gens. Si ça vous intéresse, vous pouvez. Sur Paname. Oui, c'est sur Paname, ouais. Hors série, c'est Judith Bernard. Mais c'est pas que Judith Bernard, c'est aussi l'autre gars, là, j'ai oublié.
Juste pour octobre? Non, à partir d'octobre. À partir d'octobre. J'ai du bagage politique, mais quel est ce poste? Attendez, je vous envoie l'info. C'est ça l'info. Ah, c'est arrêt sur image, pardon, c'est pas hors série. Hop. Souhaitez enquêter sur les médias et décortiquer leurs récits au sein d'une rédaction indépendante. Arrêt sur image recrute une animatrice, animatrice pour son émission et un journaliste. Poste à pourvoir dès octobre, plus d'infos ici. Voilà, si ça vous intéresse. J'ai vu ça passer. Donc Je suis pas du genre à attendre qu'on veuille bien me donner des Je fais voix off. En vrai, tu pourrais, frère. droits sous condition que je sois respectable. Je suis persuadé, et l'histoire me donne raison, qu'il faut se battre pour les obtenir. Et on ne peut pas se battre contre le bloc bourgeois tout en espérant qu'il nous respecte, nous aime et nous donne la parole de manière honnête. Cela n'arrivera jamais. Donc, bien entendu que je soutiens la France insoumise malgré nos divergences sur plusieurs points. Pour finir, j'aimerais vous partager un témoignage que j'ai reçu parmi plus d'une centaine après avoir demandé à ma commu de m'expliquer quel était leur rapport aux insoumis, en particulier si ce rapport était très positif ou très négatif. Mais avant de vous laisser, je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en me soutenant via Patreon ou via Tipeee. Merci à toutes les personnes qui le font déjà, cette vidéo existe grâce à vous. Et puis pour les gens qui n'ont pas les moyens, vous pouvez liker ou partager la vidéo ou me dire... Soutenez Léo et soutenez-moi là. Et niveau 2 là, niveau 2. Vous croyez je vois pas le train de la hype là? Il est là, il est là. Attendez. Là, ici, niveau 2. C'est quoi ça? Il est bloqué à 50%. Y a personne qui peut le débloquer? Je crois que c'est un bug. C'est un bug, il faut donner. C'est bloqué là. Oui, donnez. Dire quel est votre... T'as un mec, et non, j'ai pas de mec, et toi, à Gardos là, et tu me fais, et toi, t'es sexy, et tu veux pas donner de l'argent? C'est vrai, j'ai pas de mec, j'aimerais bien qu'un mec m'entretienne. Vous voulez pas m'entretenir, les mecs? Vous voulez pas m'entretenir un peu? J'ai rien dit, lol. Non, mais tu peux... Moi, je pense que, voilà, c'est un argument, Vous voulez me séduire, commencez par là. C'est... Rapport aux insoumis en commentaire. Merci à tous, à très bientôt. Moi, je retourne à mes recherches. Merci à l'arme visuelle, merci de me soutenir. Regardez, en plus, c'est simple. Un sub, c'est 75%, c'est 25%. C'est simple de le passer niveau 3, là. Merci, Kraïef, let's go, le niveau 3, let's go. J'habite dans une ruralité où les gars en costard... Attendez, en vrai, ça m'intéresse le témoignage, là. Merci, Mordicus, pour les 1000 bits, let's go. Oh, vous me faites un vrai train, je suis heureuse. Je suis l'agent matrimonial de Moufrette, offrez-moi un sub pour avoir vos chances, oui. On a mes recherches. J'habite dans une ruralité où les gars en costard sont suspects. On leur parle pas. C'est soit un banquier, un commercial, un huissier, donc un con, un étranger de la ville, donc un con, qui se pavane sans comprendre qu'il vendra rien ici sans changer son langage, son accoutrement et son dédain envers nous. On sait qu'il est sûrement assez con pour penser qu'on est bête. Donc, voir des élus bourgeois fulminés pour un t-shirt, une absence de cravate à l'Assemblée, une vérité que tout le monde voit, ça fait grave plaisir. C'est aussi toute une revanche sur la fac qui m'a opprimé pour mes manières de prolo. LFI rappelle aux bourgeois prétentieux qui... C'est Dany qui écrit ou... sont une minorité au bord du craquage nerveux à la moindre confrontation avec la réalité. Wesh, merci Wissam. Oh là là, merci les gens. Bienvenue. On était en train de mater la vidéo de Léo, malheureusement vous arrivez à la fin. Hein. Boycott les JO, je m'en bats les couilles. Non mais c'est bien les JO, je regarderai les extraits. Merci Briwatt. Merci pour le sub. Déjà vu. Ah, vous l'avez déjà vu? Mais elle est bien la vidéo de Léo, elle est sortie il y a pas longtemps là. Non, franchement, elle est bien. Merci Falou. Après, forcément, moi, c'est des choses que je savais à peu près déjà. Enfin, l'analyse, je l'avais. Mais ce qui me manque, en fait, ce qui me manque un peu, l'angle de la vidéo qui me manque, c'est que oui, ok, la bordélisation, c'est bien parce que le peuple, il a envie de voir des gens avoir des affects dans l'Assemblée et les représenter au travers de ça. Ok. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que politiquement, il y a déjà eu des exemples de ce type-là avant? Ça serait intéressant de revenir, je sais pas moi, sur la période du communisme,
de voir comment les députés communistes se comportaient. Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a eu des bordels qui ont été organisés, tout ça. Enfin, c'est ça aussi que je me demande. Donc j'avoue que oui, c'est un peu l'angle de la vidéo que j'aurais bien aimé avoir, mais bon, tant pis. La bordélisation. Mais là, c'est un travail plus conséquent parce qu'il faut revenir dans les archives. Et c'est déjà des archives un peu compliquées à trouver, quoi. Savoir qu'un jour, tel député s'est énervé à l'Assemblée dans les années 40 ou 30, là, c'est pas évident, quoi. C'est la revanche des prolos, la victoire du Sbeul, la réappropriation de l'espace public rond-point moche compris. La bordélisation, c'est hyper pacifique en vrai. On taquine, on moque, on insulte, mais on frappe pas, on gaze pas, on tue pas. Vous nous avez pris les guignols, vous allez devenir nos guignols. Boursouflés, rouges de rage, des caricatures de vous-même. C'est pas possible d'attendre de la population qu'elle vive normalement dans le bordel qui est devenu le monde. Comme si depuis le Covid, on savait pas qu'une autre vie est possible. Le bordel joyeux, à défaut de faire gagner la gauche tout de suite, avant tout, ça soulage. Eh oui. Non, mais encore une vidéo très bien, hein, en vrai. Bon, c'est pas la meilleure de ces derniers temps. Je trouve qu'elle est... Comment dire, elle apporte moins... En fait, c'est surtout que par rapport à la vidéo sur la santé, là, qui était vraiment une vidéo avec c'est limite, c'était un guide militant pour pouvoir se saisir un peu de la question et la comprendre. Là, pour le coup, c'est ce que... Léo, t'es dans le chat. En gros, pour moi, c'est plus une vidéo, je sais pas comment tu l'as construite, mais qui s'exprime à tous les gauchistes qui trouvent que la FI, elle bordélise et ils comprennent pas, et du coup, ils parlent de violence en politique et de démocratie interne. Enfin, c'est plus pour répondre à tous ces arguments. Oui, voilà, elle apporte, mais elle est pas pour toi. Oui, voilà, je suis pas la cible. Hein. Tout simplement pas la cible. Mais elle est très bien, du coup. C'est bien. Au moins, elle s'adresse pas qu'à nous. Elle a son efficacité. C'est pas ma vidéo préf non plus. Bah ouais. Mais après, elle est bien. Hein. Mais après, ce que je disais, c'est que là où il m'aurait manqué quelque chose, mais ça devient un travail un peu lourd quand même à faire, un peu fastidieux, c'est d'essayer de voir historiquement. Je te dis ça parce que je sais pas si t'étais dans le chat avant. C'est d'essayer de voir historiquement s'il n'y avait pas des exemples, je sais pas moi, à l'époque des formations communistes, de bordélisation. Comment ils s'y prenaient. Et quel discours ils avaient aussi sur leur démarche à l'Assemblée, en tant que politique et tout ça, tu vois. Bref. Me poser ces questions-là. Bref, je vais faire pipi. Je reviens. Mais le stream continue, hein. J'ai pas fini le stream. Mais je vais faire pipi, j'arrive. Et le train lap, 1 minute 30 s'il vous plaît. Venez, je vais faire pipi et quand je reviens, il est niveau 5. Vous êtes capable de faire ça. C'est un test. C'est pour voir si... Ouais. Faites-le, hein. C'est une surprise, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai dit que j'ai voulu en parler, mais c'était trop long. Je devais choisir ça entre ça et l'abstention. Ok. L'Assemblée, ça a toujours été un bordel. C'est juste Brown Pivot à jouer la CPE. Oui. Les gens, si vous laissez des coms sous la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Oui. Attendez, je vous partage le lien. Partagez la vidéo. Enfin, vous savez comment fonctionne l'algo de YouTube. Si vous mettez un commentaire, un like, ça fait déjà beaucoup. Si vous la partagez en plus de